Lionel, pour commencer, peut-être te présenter et donc nous parler un peu de ton parcours. Oui, alors rapidement, parce que mon parcours, c'est pas le but de la conférence. Je m'appelle Lionel Angeard, je suis chercheur à l'INRA de Dijon, donc je suis le régional de l'étape. Voilà, dans une grosse UMR. Alors c'est quoi une UMR? C'est une unité mixte de recherche, c'est des termes d'institut public, qui comprend l'INRA, bien sûr, l'Institut Agro-Dijon et l'Université de Bourgogne-Europe. Une UMR qui s'appelle agroécologie, donc tout un programme, l'agroécologie, par rapport à cette transition, et qui regroupe plus de 250 personnes, chercheurs, techniciens, ingénieurs, pas tous fonctionnaires, hein. Il y a beaucoup de CDD, de plus en plus d'ailleurs, mais bon, c'est pas le propos du soir non plus sur les institutions publiques. Voilà, donc mon parcours, alors moi je suis absolument pas agronome, donc ça va peut-être pas vous rassurer, je suis encore moins viticulteur. Je suis écologue de formation. Alors on dit écologue et pas écologiste parce qu'on ne fait pas de politique. Voilà. Donc on va parler d'écologie ce soir avec un écologue. Voilà, j'ai une formation très fondamentale de l'université, du CNRS, et il y a 25 ans, en 2001. Donc 25 ans, j'ai été embauché par l'INRA pour faire de l'écologie des sols, mais des sols agricoles. Je venais plutôt des sols relativement naturels ou semi-naturels. J'ai même travaillé sur la forêt amazonienne, sur les sols de la forêt amazonienne. Donc vraiment des écosystèmes très naturels avec des questions très fondamentales. Et puis je suis rentré à l'INRA, j'ai accepté le challenge de l'INRA en sachant pas trop quand même comment adapter l'écologie au système agricole, aux agrosystèmes agricoles. Et en fait, on fait de la très belle écologie dans les agrosystèmes parce que ce sont des écosystèmes assez perturbés par différentes choses. Et donc, les communautés du vivant sont obligées de s'adapter et on répond à des questions assez fondamentales et qui sont aussi opérationnelles. Donc ça fait 25 ans et l'INRA a commencé cette fameuse transition agroécologique bien avant que Stéphane Le Foll la mette dans les textes politiques en 2012, hein, dès les années 2000, a embauché, à recruter des écologues pour travailler, alors pas que sur les sols, hein, mais aussi sur la diversité des insectes, bien sûr des couverts végétaux, etc. etc. L'INRA a quand même beaucoup évolué dans les 15 dernières années. Alors depuis 20-25 ans, l'INRA a beaucoup évolué, il est très agronomie, maintenant elle s'est ouverte à plein d'autres, elle a même changé de nom, elle a rajouté le E qui veut dire environnement, hein, et par rapport à cette part justement de transition agroécologique, qu'il ne faut pas voir comme une contrainte, hein, mais il faut voir comme une évolution, justement, tout en maintenant les objectifs de production et de qualité. Donc on entend beaucoup parler donc, de santé des sols, est-ce que tu pourrais nous le définir assez simplement? Oui, alors le titre de la conf, c'était biodiversité des sols. Bien sûr, on va parler biodiversité parce que c'est ma spécialité, et même biodiversité microbienne. Mais avant, en fait, voilà, j'aimerais revenir sur la notion de santé des sols parce que c'est un terme qu'on entend de plus en plus. C'est un terme assez politique au départ, hein, qui a été décliné par l'Europe, par la communauté européenne, par rapport à ce fameux projet européen Une seule santé, le One Health. Et qu'est-ce qu'on entend par une seule santé? C'est la santé humaine, la santé de l'environnement, la santé animale. Et tout ça représente une seule santé, c'est-à-dire qu'il faut que tous ces systèmes soient en bonne santé pour que les autres le soient aussi. Voilà, donc il y a des interactions bien sûr entre ces trois composantes. Donc quand on parle de santé du sol, en fait c'est la capacité d'un sol à fonctionner, tout comme un être humain, correctement sur le long terme, et à fournir des services écosystémiques. Alors là, l'être humain fournit un peu moins des services écosystémiques. On verra ce que c'est après aussi cette grosse notion de services écosystémiques. Et c'est quoi la santé du sol? Alors la santé du sol, c'est un terme assez générique, assez impalpable, mais derrière, il se cache des notions de qualité. Alors on connaît ça dans le monde viticole, hein, la qualité des vins, la qualité du raisin, mais on parle aussi de qualité des sols. Alors vous en connaissez déjà certains pans de cette qualité, la qualité chimique, le pH, la réserve en nutriments, la salinité quand on est sur des écosystèmes côtiers, la qualité physique, structure, porosité, aération, réserve en eau, c'est même des indicateurs dits agronomiques hein, dans votre domaine. Et puis ce qu'on rajoute depuis maintenant 10-15 ans par rapport aux avancées de la recherche, aux outils opérationnels, c'est cette fameuse qualité biologique. On savait que le sol, c'était un écosystème qui renfermait de la vie, des êtres vivants, mais c'est vrai qu'on l'a souvent considéré dans nos sociétés et dans notre agriculture comme un support de culture, voilà, qui sert à tenir la plante, et on nourrit la plante et on protège la plante. Sauf que c'est bien plus complexe que ça, le sol, c'est un écosystème vivant, et donc il a une qualité biologique. Alors bien sûr, on va parler, et là ça va être le but de la conférence, d'abondance, de diversité et d'activité des organismes vivants. Et donc cette santé des sols, elle est nécessaire à ce que le sol fournisse des services écosystémiques. Alors là, c'est une planche de la FAO que j'aime bien montrer parce qu'elle est assez bien illustrée. Vous avez donc ces fameux, quand on parle de services écosystémiques, c'est les services fournis à nos sociétés humaines, pour la durabilité, pour le développement des sociétés humaines. Alors vous avez trois grands types de services, hein. Ceux qui sont cerclés de rouge, d'abord, c'est ce qu'on appelle les services de fourniture.
le sol va fournir, va approvisionner, par exemple des aliments, des fibres, des combustibles, des éléments nutritifs, un habitat pour une multitude d'organismes, ça va être un peu plus le sujet de la conférence, des composants pharmaceutiques et du matériel génétique. Bien sûr, le sol, c'est aussi des fondements pour les infrastructures, les fondations de nos habitats, et des matériaux de construction. Donc le sol va fournir des éléments, va approvisionner nos sociétés avec certains éléments. En jaune, un autre type de service, les services de régulation. Le sol, c'est une matrice, c'est un écosystème qui va réguler les autres matrices environnementales, l'atmosphère, l'hydrosphère, la biosphère. Et bien sûr, quand on parle de régulation, aujourd'hui, c'est l'urgence climatique. On parle du climat. Donc comment réguler les climats? La solution, c'est le sol. Pourquoi? Parce que le CO2 de l'atmosphère, c'est du carbone, il y en a trop. On peut en capter au niveau du sol, sous forme de carbone organique notamment, sous forme soit de masse vivante, soit de masse morte, matière organique ou couverts végétaux. Et on peut capter du carbone au niveau du sol ou sur du sol pour baisser sa teneur dans l'atmosphère et donc faire une régulation de ces changements climatiques. Autre cycle important aussi dans la régulation, l'eau. Tout le monde en parle aussi de l'eau, les inondations, l'eau polluée, l'imperméabilisation des sols, le tassement des sols. Le sol, c'est une éponge, donc l'eau va percoler. Un sol qui a une bonne structure, on aura l'occasion de reparler de la structure du sol, sa porosité, c'est très important. L'eau arrive, elle percole. Si le sol est tassé, si la structure est cassée, elle va partir en surface et elle va s'accumuler, elle va faire des inondations. Alors bien sûr, on parle des systèmes imperméabilisés en ville, lapsus aussi, où là on imperméabilise les sols, donc bien sûr il y a des processus d'inondation, donc l'urbanisation est responsable, mais en agriculture, on a tendance aussi à casser la structure du sol, à avoir des sols des fois un peu tassés qui font ces problèmes d'inondation et de non-percolation de l'eau en profondeur. Et puis le sol, c'est un filtre environnemental, un filtre biologique. L'eau, si elle est contaminée ou si elle se contamine à la surface du sol, avant de percoler, tout le long de sa percolation vers les nappes profondes, elle va être filtrée, elle va être dépolluée, et notamment par les organismes vivants, et notamment par les micro-organismes. On peut parler de produits lourds comme les pétroles, les produits pétroliers, les pesticides, et elle peut même transformer les métaux toxiques. Toute cette biologie, donc elle va purifier l'eau. Alors, c'est jamais totalement super efficace, à 100%, on a toujours des eaux qui sont un peu contaminées, mais ce rôle de filtre est quand même très important. Et puis le dernier service qui est important, le patrimoine culturel, le sol, c'est le vestige de nos civilisations. On a bien sûr la mémoire de notre histoire à ce niveau-là. Donc pour venir un peu au sujet de cette conférence et de cette soirée, la biodiversité du sol, qui donc est à la base de tous ces services et qui permet d'avoir cette qualité biologique, ça c'est une planche assez schématique et assez résumée des organismes, des grands types d'organismes que vous avez dans le sol. Quand on part de la gauche à la droite, ils sont classés par taille. Donc à gauche, ce sont les plus petits, les bactéries et les champignons, c'est ma spécialité, l'écologie microbienne. Donc je vais vous parler de bactéries et de champignons ce soir. Donc on les appelle des micro-organismes, ils sont tout petits, on ne les voit pas. Alors quand on parle de champignons, ce n'est pas les fructifications à la surface du sol. 6% des champignons totaux en France sont capables de faire des fructifications et des carpophores à la surface du sol. Donc 6%, ce n'est pas beaucoup de la diversité des champignons. Tout le gros de la diversité est dans le sol sous forme de filaments microscopiques ou sous forme de levures unicellulaires, levures qu'on connaît bien dans le milieu viticole aussi. Donc voilà, les micro-organismes les plus petits. Puis après, on arrive dans la faune. Donc on arrive à la dizaine, centaine de micromètres. On n'est toujours pas capable de les voir. C'est la microfaune, protozoaires, nématodes. Nématodes, on les connaît parce que il y en a certains qui sont pathogènes des végétaux, qui peuvent manger les racines, amener aussi des virus au niveau de la vigne, ce sont des vecteurs de maladies. Mésofaune, donc là on commence à arriver dans le visible avec les colamboles, les diploures, les acariens, et puis la macrofaune avec la star des organismes du sol, les vers de terre que tout le monde connaît. Les agriculteurs, le monde agricole connaît bien les vers de terre, il les a déjà observés, piégés, identifiés comme un indicateur de la qualité biologique. Mais vous voyez qu'il y a plein d'autres organismes aussi, beaucoup plus petits, qui sont aussi présents et qui peuvent être des indicateurs de qualité biologique. Et puis bien sûr la plante, organisme mammifère fruisseur, la plante fait partie des organismes du sol parce qu'elle est ancrée par ses racines. Quelques chiffres pour vous montrer que cette biodiversité, elle n'est pas anecdotique. Alors, attendez, j'ai pas la bonne animation. Voilà. Si on donne des chiffres, si on parle des micro-organismes, les bactéries, c'est plusieurs milliards d'individus dans 1 gramme de sol. Dans un petit gramme de sol, on peut avoir plusieurs milliards de bactéries et plusieurs millions d'espèces dans ces milliards d'individus. Si on cumule toute la faune du sol, ça peut être 10 000 espèces par mètre carré. Et si on regarde rien que les vers de terre, en termes de biomasse, de masse de vivant, c'est plusieurs tonnes. Ça veut dire que, et ça, ce n'est pas des chiffres qu'on a dans une forêt primaire hyper naturelle, loin de l'activité de l'homme. Non, ça peut être des chiffres qu'on peut voir dans des sols agricoles, dans des sols viticoles, à partir du moment où on a des pratiques qui permettent de garder l'intégrité biologique et la qualité biologique de ce sol.
Un autre chiffre qui est assez récent, il date d'il y a 2 ans. Au début, on pensait que dans le sol, on avait à peu près 20-25% de la biodiversité totale de notre planète. Eh bien non, c'est 59% de la biodiversité totale de notre planète se trouve au niveau du sol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'écosystème le plus biodiversifié de la planète, le sol. Donc c'est le principal réservoir de diversité, donc c'est aussi le principal réservoir de fonctions et de services de notre planète. Dernière planche qui est un petit peu rébarbative, mais qui vous montre que ce patrimoine biologique, il n'est pas simplement là d'un point de vue patrimonial, il a des grandes fonctions. Donc patrimoine biologique, j'ai pris micro-organismes, lombriques, nématodes, bien sûr il y a tous les autres organismes. Il remplit des fonctions biologiques, minéralisation de la matière organique, structuration du sol, régulation des pathogènes, stabilité du fonctionnement du sol, dépollution. Donc ça, c'est des choses qu'on étudie au quotidien en écologie, en quoi l'abondance et la diversité des organismes du sol remplissent ces grandes fonctions. Mais ces fonctions biologiques, elles peuvent facilement se traduire en fonctions agronomiques, la fertilité physique, la fertilité chimique, la fertilité biologique, l'état sanitaire aussi du sol. Et puis en questionnement agricole, c'est quoi la réserve en eau, c'est quoi ma capacité de fertilité naturelle au niveau du sol, la durabilité et la qualité de ma production, l'empreinte environnementale de mes pratiques. Et puis en termes de protection des cultures, on voit que le sol est aussi un écosystème qui régule les pathogènes et potentiellement, on ne le prend pas souvent en considération, qui peut limiter certaines maladies ou certaines dispersions de maladies. Voilà. Merci. Alors, tu parles de micro-organismes, tu parles de diversité, mais en gros, à quoi servent-ils? Est-ce que tu peux nous détailler d'une manière concrète? Alors, la nature ne fait jamais les choses gratuitement, hein, même si on la trouve des fois un peu bucolique, etc. Donc, la biodiversité, et notamment la biodiversité microbienne, c'est celle sur laquelle on va un peu focaliser ce soir, la biodiversité des micro-organismes. Ce que je vous disais, alors si je vous mets un beau ciel étoilé, c'est pas parce que c'est l'heure, hein, mais c'est parce que Hubert Reeves disait il y a quelques années qu'il y avait plus de micro-organismes dans 1 mètre carré de sol que d'étoiles dans le ciel. Et c'est vrai, puisque si je vous redonne les chiffres, dans 1 gramme de sol, on peut avoir des milliards d'individus et des millions d'espèces de bactéries. Et pour les champignons qui sont sous forme de filaments microscopiques, sont un peu plus gros, donc on en met un peu moins dans 1 gramme, mais on a quand même des millions à des dizaines de millions d'individus et des milliers à des dizaines de milliers d'espèces. Ça pour les champignons et pour les bactéries. Donc ce sont les organismes les plus biodiversifiés du sol et aussi globalement de la planète. Et ces micro-organismes, s'ils sont aussi nombreux, s'ils sont aussi diversifiés, c'est qu'ils ils sont à la base de grandes fonctions. Et si on doit en retenir qu'une en termes de fonctions, c'est que ce sont les bactéries et les champignons qui sont capables de minéraliser la matière organique du sol. Enfin la matière organique en général. C'est-à-dire quand de la matière organique se trouve au niveau du sol, c'est eux qui vont la transformer en matière minérale, en azote, en phosphore, en soufre, en CO2, avec un dégagement de CO2 aussi qui des fois pose des problèmes, mais ce n'est pas le principal. Et on sait que la plante se nourrit d'éléments minéraux. Donc c'est la fertilité naturelle du sol, le moteur biologique, c'est un moteur microbiologique qui permet de transformer cette matière organique en matière minérale. Quand vous mettez de la matière organique sur vos sols viticoles, s'il n'y a pas le moteur microbiologique, elle ne se transformera pas en matière minérale. Alors je vous rassure, hein, il y a toujours de la microbiologie, et ça marche toujours un minimum, plus ou moins efficacement, en fonction du niveau d'abondance et de diversité des micro-organismes, et donc en fonction aussi des pratiques que l'on exerce au niveau du sol. Tu pourrais préciser un tout petit peu plus ce terme de minéralisation? C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, mais c'est souvent un petit peu barbare parce que j'en ai l'impression que ça reprend beaucoup de choses. Alors ça prend beaucoup de choses parce qu'on ne parle pas souvent de minéralisation, on parle de dégradation de la matière organique, c'est-à-dire qu'une partie de la matière organique, elle ne va pas se dégrader totalement, elle va tourner sur elle-même et faire un carbone très stable, qui va se stocker à long terme dans le temps, ce qu'on appelle globalement l'humus, mais ce n'est plus le terme vraiment purement scientifique de ça. Et puis une partie va faire de la biomasse, parce que les micro-organismes, s'ils dégradent la matière organique, s'ils la mangent, c'est avant tout pour grossir, se multiplier, créer des espèces, etc. Donc une partie part sous forme de biomasse vivante, d'organismes vivants. Et puis l'autre partie va se minéraliser, sous forme d'azote, de phosphore, de soufre, tous les éléments minéraux dont la plante a besoin, et alimenter ainsi la fertilité naturelle du sol, le stock d'éléments nutritifs. Donc les sols ont un potentiel de fertilité naturelle qui est très important, qu'on sous-estime souvent, parce qu'on l'a pallié par les engrais minéraux, etc. En viticulture, on met quand même pas mal de matière organique, donc on compte sur son moteur biologique et microbiologique pour faire cette fertilité naturelle. Et en plus, c'est une fertilité qui est assez progressive. C'est-à-dire que ce n'est pas un flush au départ comme un blé a besoin ou un colza. La vigne, elle a besoin de choses un peu plus progressives. Hein. C'est un ligneux avec un développement beaucoup plus lent qu'un blé. Et donc, c'est intéressant pour la vigne d'avoir cette fertilité naturelle qui évolue en fonction de la saison et des apports organiques amenés l'hiver qui vont se dégrader petit à petit au printemps et pendant l'été. À partir du moment où on a un moteur microbiologique qui tourne bien.
Donc ça, c'est la principale fonction à retenir. Il y en a d'autres hyper importantes, par exemple la structure du sol. Tout le monde sait ce qu'est la structure du sol, la porosité, les micros, les macroagrégats. Si le sol est déstructuré, il n'y a pas de porosité, il est tassé. S'il n'y a pas de porosité, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de réserve utile, il n'y a pas d'organismes vivants aussi, puisqu'il n'y a pas de place pour les héberger. Et en fait, les bactéries et les champignons construisent les agrégats. On dit toujours que ce sont les vers de terre, les laboureurs qui font la structure du sol. Non, les vers de terre, ils font des galeries, ils aèrent. Ils descendent, ils montent la matière organique, donc ça permet de la redistribuer, notamment aux micro-organismes, donc ce sont des facilitateurs. Mais ceux qui font la structure du sol, ce sont les micro-organismes. Les bactéries construisent des micro-agrégats parce que ce sont leurs habitats, les champignons des macro-agrégats parce que ce sont leurs habitats, et voilà. Et ainsi, on fait une structure du sol avec une porosité qui permet encore une fois l'enracinement, l'aération des racines, la réserve utile en eau, ce qui est très important en période de sécheresse. Si votre sol est tassé, il y a moins de réserve utile, et puis d'héberger un maximum d'organismes. Ils dépolluent le sol, je ne vais pas revenir là-dessus parce que ce n'est pas le but de la conférence. Les bactéries, les champignons, elles sont capables de tout dégrader au bout d'un moment, même des molécules qui n'existent pas dans la nature, comme on avait la bonne habitude de mettre dans les années 70-80, où on faisait des bonnes molécules chimiques, notamment des pesticides, qui n'avaient pas d'équivalent dans la nature, donc qui restaient longtemps et ils étaient efficaces longtemps, le DDT, des insecticides, le lindane, des choses comme ça. Et bien au bout de 25-30 ans, on a trouvé des bactéries qui étaient capables de dégrader le lindane. Donc elles s'adaptent à tout ça. Et le DDT aussi, mais je crois que le DDT, il n'est pas dégradable, non ? Alors, il est toujours un peu dégradable. Le problème, c'est que ce sont des noyaux chlorés qui sont hyper... Ce que je disais tout à l'heure, à la base, j'étais chimiste. Et je suis passé à l'écologie, ce qui est un peu paradoxal. Enfin, dans mes études. Oui, un gros virage au moment des études. Donc, je connais bien le monde de la chimie et ce qu'on en a fait. J'ai même synthétisé des antifongiques à Rand Poulenc, mon premier stage de licence. Et après, je suis passé en écologie. Pas à cause de ce stage, mais parce que, voilà, sûrement, peut-être, implicitement. Donc, oui, on faisait des bonnes molécules. Alors, c'était bien avant, mais le DDT, l'indane, et aujourd'hui les PFAS. Les PFAS, on dit que c'est des polluants éternels parce qu'ils sont à des échelles de temps humaines non dégradables, c'est-à-dire l'échelle de la génération ou de plusieurs générations. À l'échelle des micro-organismes, qui sont plutôt des échelles géologiques, c'est toujours dégradable. Donc c'est ça le problème, c'est notre échelle de temps humain par rapport à ce que la planète fait, évolue, et le monde du vivant aussi, quoi. Échelle de temps. Ouais. Alors, pour finir aussi sur ces micro-organismes, des petites démonstrations qu'on a faites, parce que c'est bien beau de façon incantatoire de vous dire il y en a beaucoup, ils sont nombreux, ils sont diversifiés, ils portent des grandes fonctions, et il fallait le démontrer parce qu'en écologie, notamment microbienne, il y avait deux concepts, deux théories. La théorie où dès qu'on baisse la biodiversité du sol, on altère les fonctions, et puis d'autres pans fondamentaux, enfin d'écologues microbiens du sol, qui disaient il y en a tellement, ils sont tellement diversifiés, que même si on en perd 30%, 40%, 50%, il y a ce qu'on appelle la redondance fonctionnelle. Il y aura toujours suffisamment d'espèces pour porter ces grandes fonctions. Et donc, il y a eu un débat auquel on a mis fin, il y a quelques années, au sein de notre équipe, avec Pierre-Alain Marron. C'est que l'avantage des microbes, alors, le désavantage, c'est qu'ils sont petits, hyper nombreux, hyper diversifiés, donc c'est un peu compliqué à caractériser, mais on peut les manipuler. On peut faire des dilutions de diversité dans un sol, éroder cette biodiversité, et après mesurer le fonctionnement de ce sol. Et c'est ce qu'on a fait. On a pris un sol, on a éliminé 30% de la diversité microbienne, et on a mesuré les fonctions du sol. Donc 30% c'est beaucoup, mais il en reste encore pas mal des espèces, aussi bien chez les bactéries que les champignons. Ben, si on perd 30% de la diversité microbienne d'un sol, c'est des chiffres génériques, moyens. On perd 40% de la minéralisation de la matière organique. La capacité du sol à dégrader la matière organique, à faire de la fertilité naturelle, à faire de l'humus, à faire de la biomasse vivante, etc. Si on met avec des plantes en pot dans une serre à Dijon, on a un retard de développement végétatif chez le blé, alors pas chez la vigne, on ne l'a pas fait chez la vigne, parce que c'était un peu plus compliqué en serre, chez le blé, la lentille, la tomate, le pois, et je ne sais plus ce qui a été testé, à peu près 50% de retard végétatif, de développement végétatif dans les premières semaines de développement. Donc voilà, on a vraiment une différence de 50% de pouces de développement végétal. En termes de sécheresse, parce que c'est des manips qu'on a rajoutées après la sécheresse de 2022, on s'est dit, tiens, est-ce que les plantes qui poussent dans un sol plus ou moins bien biodiversifié résistent mieux à la sécheresse? Non. Par contre, elles récupèrent mieux après sécheresse. C'est-à-dire que si elles ne sont pas mortes à cause de la sécheresse, quand les conditions humides reviennent, eh ben la plante redémarre mieux avec 15% de biomasse en plus quand le sol a une meilleure biodiversité microbienne. Et ta stabilité structurale, je n'ai pas mes lunettes parce que c'est juste la bonne distance, 50% de la stabilité structurale est perdue si vous enlevez 30% de la diversité microbienne. La stabilité structurale, c'est la porosité de votre sol, sa réserve utile, sa capacité d'enracinement, etc., etc. Et puis une dernière manip qu'on a faite aussi, c'est sur ce qu'on appelle l'état sanitaire. C'est-à-dire qu'on a implanté dans le sol des pathogènes. Alors c'est un pathogène humain, l'Listeria monocytogenes.
qui n'existe pas dans le sol. Ce n'est pas son écosystème naturel, hein, indépendamment de l'homme. On l'a mis au niveau du sol et normalement, c'est une bactérie. Alors vous avez les courbes, hein, mais je vais vous le dire à l'oral. C'est une bactérie qui disparaît, on la met à 10 millions de cellules par gramme de sol, ce qui est beaucoup, hein, on y va quand même costaud, et elle disparaît en 5 à 7 jours quand la biodiversité du sol est à son optimum, la biodiversité microbienne. C'est-à-dire qu'il y a un effet barrière, comme votre tube digestif, vous avez une flore, et tous les jours vous ingérez des micro-organismes, et ben, ils ne s'implantent pas, parce que la flore indigène, elle est implantée, elle est adaptée à l'écosystème, et elle élimine tout étranger, tout germe potentiellement exogène, et potentiellement aussi pathogène. Et ben, c'est pareil au niveau du sol. Donc l'Listeria disparaît en 5 à 7 jours. La courbe du milieu, c'est si on a perdu 30% de diversité, je ne sais pas si j'ai un pointeur là-dessus. Peu importe, c'est pas grave. La courbe du milieu, si on enlève 30% de la diversité microbienne, l'Listeria disparaît toujours, mais au bout d'une quinzaine de jours. Donc si on baisse de 30% la diversité microbienne du sol, l'Listeria disparaît toujours, mais pas en 7 jours, en 15 jours. Et la dernière courbe qui va le plus loin, c'est 50% de perte de biodiversité du sol. Et là, l'Listeria disparaît, reste encore un peu élevé, mais au-delà de 20 jours. C'est-à-dire qu'on diminue l'effet barrière et donc on va laisser la possibilité à des germes exogènes, potentiellement pathogènes, pas tous, hein, de s'implanter et de développer des foyers de maladie. Donc le sol, il faut le considérer aussi dans la protection des cultures comme un allié qui fait une barrière à certains pathogènes à partir du moment où le pathogène passe par le sol, c'est clair. Et il y a un pathogène qui est très connu en vigne et qui a un cycle écologique, une partie de son cycle écologique qui est dans le sol, c'est le mildiou. Le mildiou, c'est un champignon. Alors, c'est plus un champignon, c'est une algue brune, mais ça, c'est une guerre de taxonomistes, hein, donc passons, ça reste pour nous un champignon. Il a une partie de son cycle dans le sol et on ne connaît pas l'écologie du mildiou dans le sol. Alors, ça commence à Bordeaux, parce que ça fait des années qu'on leur dit travailler sur l'écologie du mildiou. Ils commencent à développer des outils pour le quantifier, l'étudier et essayer de voir un peu comment on pourrait anticiper le fait qu'à un moment donné, la population de mildiou explose, fasse un splash sur la plante et développe des maladies. Alors on connaît les conditions climatiques, mais il y a aussi des conditions biologiques qui lui permettent à un moment d'avoir un niveau de population bien supérieur aux autres, au niveau interaction biologique, etc. Très bien, ben merci. Alors, pour poursuivre un peu par rapport à ce que tu nous as évoqué, qu'est-ce que pour toi un sol vivant? J'irai même un petit peu plus loin. Souvent, on entend dire que ce sol est mort. Est-ce que ça existe qu'un sol soit mort? Et qu'est-ce qu'un sol vivant dans ces cas-là? Alors, ça n'existe pas, les sols morts. En tout cas, d'un point de vue microbiologique, vous verrez, on a fait des inventaires nationaux, on n'en a pas trouvé. Toutefois, il y a des sols qui sont plus ou moins vivants. Et alors, on a des sols plus ou moins vivants d'un point de vue tout à fait naturel. Il y a des sols qui sont naturellement moins riches et puis des sols qui sont naturellement plus riches. On le sait bien en agriculture, parce que avant la révolution industrielle des années 80, on a organisé le paysage agricole en fonction des sols qui étaient capables de supporter des cultures relativement intensives, et puis les sols un peu moins productifs, c'était les prairies, et puis on les a laissés aux forêts. Avant toute chose, Thibaut, je crois qu'on a oublié une diapo. Mais c'est de ma faute, voilà, parce qu'on a un jeu de questions-réponses qu'on a préparé, hein, comme les hommes politiques avec Thibaut avant. Et voilà, ça c'est une petite vidéo qui est très illustrative. Généralement, elle est assez démonstrative. C'est un slack test. Donc, sûrement, certains d'entre vous savent ce que c'est un slack test. Hein. C'est un test tout simple qu'on peut faire sur son domaine, où on met des modes de sol très sèches dans de l'eau, on les immerge dans l'eau, et puis on les regarde. Alors le but, c'est de les regarder, alors on les compare. Alors souvent, vous comparez vos parcelles, ou des interrants, ou des rangs. Là, on a comparé le même sol, je reviens sur la dilution de diversité, mais avec des diversités qui ont été érodées. À gauche, diversité élevée, c'est un sol de forêt qui a une diversité maximum. Et les autres modes, c'est le même sol de forêt, mais dans lequel on a dilué la diversité. Donc moyenne, c'est moins 30%. Faible, diversité faible, c'est on a enlevé 50% de la diversité microbienne. Et stérile, on l'a stérilisé. Alors quand on stérilise, hein, on fait ça au rayon gamma. C'est-à-dire qu'on tue la vie, mais on laisse l'intégrité de la structure du sol. Ce que vous voyez très rapidement, donc c'est un test qui dure 5 minutes, donc on va l'écourter, hein, je vous rassure. Très rapidement, en fait, le but, c'est de regarder la vitesse de désagrégation de la mode dans l'eau. Et puis, bien sûr, la vitesse est importante, plus la mode se désagrège vite, plus le sol est instable, à une mauvaise structure, à une mauvaise stabilité structurelle. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a presque une linéarité entre la capacité du sol à résister à la dégradation et son niveau de biodiversité. C'est-à-dire que plus le sol est biodiversifié, meilleure est sa structure et donc meilleure est sa résistance à la désagrégation dans l'eau. Et donc à l'érosion.
Et donc, elle est À l'érosion. Et donc à l'érosion. Et alors j'avance un peu, hein, parce qu'on n'a pas toute la nuit. Mais c'est en temps réel. Hein, c'est en temps réel, mais j'avance parce que le test ultime, c'est de secouer un peu le truc. Il y a toute une métrique et calibrée, il y a un nombre de fois. En fait, ça correspond à un gros orage, en été, sur un sol sec, non couvert. Et vous voyez que si votre sol a une bonne biodiversité, alors c'est vraiment très violent comme test, hein. Là, on a la seule mode qui reste avec un minimum d'intégrité, c'est celui qui a la biodiversité maximum. Il reste 30 à 40% de la motte. Donc ça veut dire qu'il y a une résistance à l'érosion et à la perte physique du sol par rapport à ça. Par contre, dès qu'on perd 30, 50, bien sûr le stérile, c'est quelque chose d'assez aberrant, mais c'est intéressant de le tester. 30 et 50, c'est des choses qu'on peut voir sur certaines parcelles, dans le monde agricole ou autre. Eh ben, on a un sol qui a une mauvaise stabilité structurale, donc qui va subir un processus d'érosion très important. Dans les sols viticoles, quelle est la moyenne que tu trouves entre les trois différentes diversités? Eh ben, on verra tout à l'heure, parce que Ecovitisol nous permettra de faire un petit bilan à ce niveau-là. Revenons sur les sols. Oui, alors voilà, une fois qu'on a dit tout ça sur l'importance de la... Alors, n'hésitez pas à poser des questions aussi, hein. Ah, il y en a une là, justement. Par rapport à la diversité élevée, c'est la masse microbienne en totalité ou la diversité d'espèces? Alors, c'est le nombre d'espèces, en sachant qu'on a toujours la même quantité de micro-organismes. Parce qu'on a un jeu en fait, de dilution qui est une réinoculation de la communauté qui a été diluée avant, on la réinocule dans le sol. Et le sol se met à sa capacité biotique. Comme c'est le même sol, c'est la même capacité biotique pour toutes les mottes, parce que c'est le même sol. Donc on a la même quantité de micro-organismes, et c'est vraiment une dilution, une érosion de la biodiversité en termes de nombre d'espèces. Alors, chez les bactéries, on ne parle pas trop d'espèces. Parce que la définition leur vient pas bien, parce que l'espèce, c'est l'interfécondité, donc les bactéries, il n'y a pas de sexualité chez les bactéries, il y a de la parasexualité, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Voilà, donc on parle plutôt de taxons, de groupes taxonomiques pour les bactéries. Mais c'est vraiment le nombre d'espèces qui joue, et pas la quantité de micro-organismes. Pas d'autres questions? 2200 cellules échantillonnées, donc 2200 sols, 4, toutes les sérologités environnementales de l'endroit. Le type de sol, le type de climat, de géomorphologie et d'usage. Et c'est un réseau qui est bien sûr un réseau d'instituts publics, qui s'est géré par l'INRA, sous l'égide du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Écologie, c'est quoi son nom aujourd'hui, parce que ça change souvent. Et au début, c'était un réseau de qualité physico-chimique, c'était géré plutôt par des agronomes et des biologues. Et nous, on est arrivé en 2005 avec nos outils moléculaires et on s'est dit, ça serait bien aussi qu'on caractérise la qualité microbiologique à l'échelle de la France, pour améliorer nos connaissances, pour améliorer la standardisation de nos outils, puis aussi avoir des référentiels nationaux, la variabilité au niveau des sols naturels, des sols agricoles, etc. Et c'est ce qu'on a fait. Et 20 ans après, on a généré des cartes. Donc la France est le premier pays à avoir fait un inventaire cartographique de la microbiologie de ces sols. Alors, je peux vous dire, je conseille, mais quand même, c'est important. C'est-à-dire qu'on a une carte de biomasse moléculaire microbienne, donc la quantité de micro-organismes, plus c'est chaud, plus il y en a, plus c'est bleu, plus c'est froid, plus il y en a. Une carte de diversité bactérienne et une carte de diversité des champignons à l'échelle nationale. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des cartes parce qu'on y passerait beaucoup trop de temps. Ce qu'il faut savoir, c'est pour répondre à la question de Thibaut tout à l'heure, en tout cas dans ce réseau-là, il n'y a pas de sol mort en termes de microbiologique. On n'a jamais trouvé un sol où il n'y avait pas de bactéries, pas de champignons, il y en a toujours. En nombre relativement important, parce que ce sont des microbes, mais on voit qu'il peut y en avoir quand même plus ou moins, c'est-à-dire qu'on a des sols plus ou moins vivants. Et ça pour des paramètres naturels, et puis pour des paramètres un peu moins naturels, et c'est ce qu'on va commencer à exploiter, à explorer maintenant. Autre point qui est intéressant quand on regarde ces cartes, c'est que ce ne sont pas du tout les mêmes cartes. Cette carte de la biomasse est très différente de celle de la diversité bactérienne, qui elle-même est très différente de la diversité des champignons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a beaucoup de biomasse qu'on a obligatoirement beaucoup de diversité. Et inversement, tous les scénarios sont possibles. Il y a des situations où on aura beaucoup de biomasse, beaucoup de diversité de bactéries et de champignons, d'autres moins de biomasse, beaucoup de diversité de bactéries, moins de champignons, etc. Encore une fois, pour des paramètres naturels et moins naturels. Ça veut dire aussi que ces trois paramètres microbiens sont assez complémentaires pour qualifier globalement la qualité microbiologique d'un sol. Si vous prenez que la biomasse, vous n'avez qu'une vue partielle, parce que vous ne connaissez pas la biovide des bactéries et des champignons. Si vous prenez que la diversité des bactéries, vous savez passer des champignons et de la biomasse. Et tous ces paramètres sont importants pour juger de la bonne qualité microbiologique d'un sol. Alors on va quand même rentrer un peu dans les détails, de façon assez épurée. Vous aurez l'occasion de retrouver ces résultats sous la forme d'ouvrages que je vous présenterai rapidement. Si on prend la biomasse moléculaire, sans rentrer dans la régionalisation, moi je suis ici, ou à la Bourgogne, moi je suis originaire de là.
Le premier effet environnemental qui va gérer la quantité de micro-organismes dans vos sols, c'est le type de sol. Voilà, c'est le premier paramètre environnemental, le type de sol, son pH, sa texture, son taux de carbone, son C/N, etc., etc. Et, en deuxième lieu, le mode d'usage. Et si on regarde les modes d'usage, alors à l'échelle du RQS, on est quand même relativement grossier. Hein. On compare la forêt à la prairie, à la grande culture, à la ligne. Voilà, on ne va pas plus dans le détail, parce que c'est un réseau national, on ne va pas plus faire des enquêtes, etc. Là, ce que l'on voit, c'est qu'il y a plus de biomasse microbienne dans les écosystèmes naturels, forêt et prairie, et un peu plus dans les prairies que dans les forêts, et dès qu'on tourne dans les systèmes agricoles, grande culture, viticulture, ça chute. C'est un résultat assez intuitif, hein. Pourquoi? Moins de matière organique dans les sols, donc il y a moins de matière organique, il y a moins de micro-organismes, ils mangent moins, ils utilisent moins. On a des pratiques des fois qui sont un peu agressives, des pesticides, hein. Les pesticides sont des biocides, le travail du sol. Le travail du sol casse la structure du sol, casse les habitats des micro-organismes, donc les habitants fuient, mais comme ils ne sont pas venus, ils meurent. Voilà, et puis, voilà, donc outils, mauvaise couverture végétale. En grande culture, on a souvent une diversité végétale relativement simple, et en ligne, pas toujours dans l'environnement ultime. Donc des mauvaises couvertures végétales. Donc un résultat relativement intuitif sur la quantité de micro-organismes dans le sol. Si on regarde sur la diversité bactérienne, j'ai vendu la mèche, c'est toujours un effet sol, c'est-à-dire la diversité des bactéries est aussi gérée par le type de sol. C'est le premier paramètre de l'environnement qui gère le nombre d'espèces de bactéries que vous avez dans un sol, mais ce n'est pas les mêmes paramètres que la biomasse au niveau du sol. Je ne rentre pas dans les détails. Par contre, si on regarde l'usage, on a un résultat qui est un peu différent, totalement différent de la biomasse. C'est qu'on a plus de diversité bactérienne dans les systèmes agricoles et moins dans les systèmes naturels. Et là, c'est contre-intuitif. Alors, bon, les écoles conformes, ils traitent de diversité, donc ça, ils la stimulent. Mais le monde de l'écologie, quand j'ai présenté ce résultat dans des congrès d'écologie, pas que microbien et pas que sol, non. C'est leur faire plaisir. Non, c'était la forêt, et, la réservoir écologique, etc. Oui, pour les oiseaux, les insectes, etc. Pour les microbes, il y a plus de diversité dans les systèmes agricoles. Alors, comment on peut expliquer ça? Eh bien, on explique ça par la perturbation. En fait, un système agricole, c'est un système perturbé. Mécaniquement, chimiquement, perturbé aussi parce que le diversité végétale est moindre que dans les écosystèmes naturels. Et les bactéries, ce sont des organismes petits, avec des tout petits génomes qui sont là depuis la nuit des temps, qui ont colonisé la Terre, qui sont là bien après nous, et qui s'adaptent à toutes les nouvelles perturbations, à toutes les nouvelles conditions de l'environnement. Elles s'adaptent, et elles s'adaptent comment? En créant des nouvelles espèces mieux adaptées que les anciennes avant la perturbation. Et c'est comme ça qu'on explique cette augmentation de diversité dans les systèmes agricoles, c'est que les systèmes agricoles sont des systèmes perturbés et qui augmentent la diversité des bactéries. Tout le monde me suit? Pas de souci? Ok. Les champignons. Les champignons, comme la biomasse, comme la diversité de bactéries, c'est aussi l'effet sol, le type de sol qui gère le nombre de taxons, le nombre d'espèces de champignons que vous avez dans un sol. Encore avec des paramètres un peu différents des bactéries de la biomasse, mais on ne rentre pas dans le détail. Et si on regarde le mode d'usage, eh ben on a une séquence encore différente. C'est qu'on a une augmentation aussi de diversité quand on sort du bois, c'est-à-dire quand on sort de la forêt, de la prairie et qu'on va dans les grandes cultures, on augmente la diversité des champignons. Donc là, la théorie de la perturbation, elle s'applique, mais il faut rajouter un terme, c'est une perturbation intermédiaire, une perturbation moyenne. Et ça, c'est une vraie théorie écologique. Hein. C'est là où l'écologie est intéressante avec l'agronomie pour faire de l'agroécologie. C'est qu'il faut une perturbation moyenne pour avoir un maximum de diversité dans un écosystème. Et c'est vrai pour les champignons. Par contre, quand on arrive dans les systèmes viticoles, ça chute. Pourquoi ça chute? Parce qu'on est sur une perturbation forte dans les systèmes viticoles pour les champignons. Pourquoi on est sur une perturbation forte pour les champignons? Parce qu'on utilise beaucoup de pesticides, et 80% des pesticides que l'on utilise en ville sont des antifongiques. Les antifongiques tombent au sol, et préférentiellement vont adresser les champignons. Donc ça, c'est une perturbation forte pour les champignons. Pas que, il y a aussi le travail du sol. Beaucoup de travail du sol en ville. Beaucoup de travail du sol, que fait le travail du sol? Il casse la structure du sol. Il casse les agrégats. Et il casse préférentiellement les macro-agrégats parce qu'ils sont plus gros, ils sont plus instables. Et les macro-agrégats sont les habitats des champignons parce qu'ils sont un peu plus gros que les bactéries, donc ils vivent dans les macro-agrégats. Donc on a un double effet, des pesticides antifongiques et le travail du sol qui fait qu'on non seulement dégrade l'habitat, mais en plus on amène des produits toxiques pour les champignons. Ce qui fait que les systèmes viticoles représentent une perturbation forte pour les champignons et non plus moyenne, comme les systèmes grande culture. Et donc la diversité des champignons chute dans ces écosystèmes. Je vois sur ces cartes qu'on est dans les années 2011, 2017.
Oui, il y a quand même une évolution de l'agriculture. Alors, non, ça c'est l'année de genèse de la carte. D'accord. C'est pas l'année d'échantillonnage du RFQS. L'année d'échantillonnage du RFQS, donc de ce réseau, il a été fait de 2002 à 2009, dans chaque département, pris en considération par des chambres ou des instituts agro. Voilà. Mais c'était les dates de carte. D'abord, on a sorti la biomasse, après la diversité bactérienne, parce qu'on a un certain temps à travailler, et après l'échantillon, c'était la dernière. Donc c'est des années de genèse des résultats, mais pas d'échantillonnage de sol. Si tu avais à revoir la carte aujourd'hui, en 2026, est-ce qu'elle serait différente, un petit peu différente? Eh ben, c'est une super question parce que l'avantage de ce réseau est grâce notamment au côté recherche publique qui permet de mener de la recherche sur 30 ans. Et ça, il n'y a pas beaucoup de pays qui font ça. Le RFQS est rééchantillonné en ce moment-là, depuis 2015 et il est échantillonné en 2027, donc entre 10 et 15 ans pour certains points après la première carte. Et donc non seulement la France, le premier pays à avoir un inventaire cartographique, mais à avoir une dynamique de cet inventaire-là. Alors on est en train de générer les résultats, on est en train d'attaquer les résultats, donc je ne dis pas le résultat qu'on montre aujourd'hui, même si j'en connais déjà certains. Donc on va avoir une vision dynamique de la France, et 15 ans, c'est aussi les changements climatiques. C'est-à-dire que l'agriculture évolue, mais le climat évolue. Et on va prendre les deux choses en considération, c'est-à-dire comment l'agriculture évolue, même si on n'a pas des enquêtes très pratiques, le manque de l'eau a augmenté, l'agriculture de conservation en agriculture a augmenté, il y a plein de choses qui se sont développées. Et puis, comment le climat, parce que là, le climat, on n'en parle pas trop, il ne rentre pas trop dans les paramètres d'explication microbiologique, sauf pour les champignons. Mais est-ce que l'évolution climatique de la France, qui est à plus 1,5 degré depuis 90, donc là, après 2009, ça sera moins, mais est-ce qu'on commence à voir des effets du changement climatique sur un bilan national de la qualité microbiologique du sol? Et ça, aucun autre pays ne l'a. Donc on va pouvoir, alors il faut nous laisser 2-3 ans pour générer ces résultats. Tu peux nous spoiler quelques résultats ou pas? Non. Alors, si je peux vous spoiler, c'est que la France, à l'échelle nationale, ne perd pas de biomasse microbienne. Voilà. Donc entre les années 2010 et 2015-2025, c'est-à-dire au bout de 10-15 ans, c'est-à-dire que la France est plutôt stable à l'échelle nationale, sur une moyenne nationale, sur la quantité de micro-organismes dans ses sols. Si on regarde au niveau des usages, il y a des choses qui sont un petit peu différentes. Mais c'est encore un peu trop tôt parce que c'est pas stable. Mais globalement, on ne perd pas de biomasse microbienne. Vous parlez de biomasse, mais est-ce que justement les changements climatiques, ça impacte certains individus, micro-organismes, microbes, qui peuvent expliquer aussi les évolutions, je sais pas, de dépérissement, de l'apparition de parasites, de maladies Oui, ce que je présente aujourd'hui, c'est des paramètres assez globaux de la microbiologie, la biomasse, la diversité de toutes les bactéries, la diversité de tous les champignons. Déjà, le climat, sur ces trois paramètres, il influence surtout les champignons. Et à la marge, la diversité des bactéries et la diversité et la quantité de micro-organismes dans le sol, ce qui veut dire que, globalement, d'un point de vue direct, les changements climatiques, sur la biomasse et la diversité des bactéries, ça n'aura pas un gros effet. Par contre, ça peut avoir un effet indirect sur le couvert végétal, qui lui-même va influencer ces paramètres microbiens. Donc ça, c'est des paramètres grossiers. Par contre, bien sûr, on va étudier aussi la composition de ces communautés, les différents taxons qui sont présents, ceux qui sont sympathiques, ceux qui le sont moins. On est en train de développer plein d'outils aussi pour connaître la fonctionnalité de tous ces taxons sur la base de leur code génétique. Donc on va pouvoir répondre aussi à ces questions-là sur des populations d'intérêt et puis des populations moins d'intérêt. Le problème dans le monde microbien, par exemple, c'est qu'on a des bactéries qui sont très, très pathogènes, mais qui sont aussi des super dégradeurs de la matière organique, ce qu'on appelle des saprophiles. Donc elles ont un rôle positif et négatif. Alors pathogène pour un organisme végétal ou animal ou même l'homme, mais elles ont un rôle écologique, parce que c'est pas antinomique. Donc c'est voilà, dire qu'elles sont pas bien, c'est avec un prisme très plante ou type de culture, mais elles peuvent être très bénéfiques, notamment pour la dégradation de la matière organique. Donc la balance va être un peu compliquée quand même en termes de services rendus par rapport à ces compositions. Mais on va l'étudier aussi. Et on l'a déjà étudié par la première pierre, de pas en finir. Pas d'autres questions? Je déroule. Alors, une dernière façon aussi d'aborder nos communautés, on a parlé d'abondance, on a parlé de diversité, c'est les réseaux d'interaction. Alors, je mets les réseaux sociaux parce que généralement, tout le monde est capté par les réseaux sociaux. Et en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va étudier les réseaux sociaux de nos micro-organismes, comment ils sont en interaction. Et d'ailleurs, alors, c'est une théorie écologique très ancienne, les réseaux sociaux. Ça date du début de l'écologie, plusieurs siècles. Mais bien sûr, les métriques mathématiques ont été revisitées par les Facebook, Google et compagnie. Et donc, on a bénéficié de ces évolutions mathématiques pour les appliquer à nos organismes vivants et à notre écologie. Et donc, on va regarder les réseaux d'interaction. Et comme les réseaux sociaux en sociologie humaine,
On sait que dans une société humaine, plus la société est connectée, en communication, plus elle est stable sociologiquement et aussi globalement productive. Là, c'est pareil en écologie, c'est-à-dire que plus les réseaux d'interaction sont complexes, et bien plus la communauté est stable, donc résistante aux perturbations, et plus elle est fonctionnelle, donc plus elle est active. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup d'individus, il faut beaucoup de diversité d'individus, mais il faut aussi que toutes ces diversités soient en interaction pour remplir les grandes fonctions, la minéralisation de la matière organique, la construction d'agrégats, la dépollution, etc., etc. Il faut qu'ils soient en interaction, il ne faut pas que chacun soit dans son coin à pas interagir. Ça, c'est le réseau d'interaction des bactéries à l'échelle de tous les sols du RMQS. Donc les ronds, ce sont les espèces, les taxons. Et puis les traits, ce sont des interactions. Les traits verts, c'est des interactions positives, la coopération. Et les traits rouges, c'est des interactions négatives, la compétition, l'antagonisme. Et il faut les deux types d'interactions. Il faut une jungle, en fait. Il faut les deux types d'interactions pour avoir un bon réseau d'interaction. Il ne faut pas que du positif et pas que du négatif. Donc il faut ces deux types d'interactions, donc c'est important de voir du vert et du rouge. Alors, le réseau d'interaction total du RMQS n'a pas un énorme intérêt. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de comparer entre ces fameux modes d'usage à l'échelle du RMQS. Donc on sent la forêt, la prairie, la grande culture et la ville. Pour mémoire, chez les bactéries, il y avait une augmentation de la diversité. La diversité augmentait quand on passait de la forêt à la grande culture à la ville. Donc, plus d'espèces, potentiellement plus d'interactions. Si on regarde les réseaux d'interaction, la forêt hyper complexe, beaucoup d'interactions, très, très centrées, voilà, très dense, positive, négative. Alors les verts sont d'un côté, les rouges sont de l'autre, avant d'avoir la question. Ça, c'est un effet graphique. Donc c'est pas un effet où les rouges sont tous concentrés, voilà, pratiquement c'est comme ça. Dans la prairie, les gens voient un système qui est en train de s'étirer un petit peu. Et puis quand on passe aux grandes cultures et à la viticulture, on a des réseaux qui se simplifient énormément. Et on voit même, alors, ce que vous voyez, là c'est plus des... Je vais essayer de faire des voilà, juste avec ça. Vous avez des petits points, ce sont les taxons, et puis les traits verts et les traits rouges. Et on voit même qu'on a des petits satellites avec 5-6 taxons qui sont en interaction entre eux, mais qui sont plus trop en interaction avec le reste de la communauté. C'est-à-dire qu'on a toute une part de la diversité qui n'est plus en interaction avec le reste de la communauté. Ça veut dire que la diversité augmente dans les écosystèmes agricoles, notamment des bactéries, mais elle n'est plus en interaction. Ça veut dire qu'on stimule, par cette perturbation agricole, une diversité opportuniste, où on stimule des espèces, des groupes taxonomiques qui vont travailler en petits groupes, ou même tout seuls, mais pas avec le reste de la communauté. Et donc, ils ne vont pas participer à remplir les grandes fonctions portées par ces communautés microbiennes au niveau du sol. Je reviens sur la minéralisation, la structure du sol, etc. Voilà. Donc, ça, c'est un paramètre important, les réseaux d'interaction. Le problème pour faire ces réseaux d'interaction, c'est qu'il faut des réseaux de parcelles, par exemple agricoles, pour faire des réseaux d'interaction. Donc, on peut pas, c'est difficile, assez difficile de faire à l'échelle d'une parcelle. Par contre, quand on a des réseaux de parcelles agricoles sur un territoire, on peut le faire, et on verra qu'on le fait assez agressivement. Voilà, donc on perd en interaction, donc on perd en stabilité et en fonctionnalité de notre vie. Alors, si vous voulez retrouver ces résultats, et notamment tout ce qui est aussi sur les taxons d'intérêt, etc., alors sur le T0, il n'y a pas la dynamique, puisqu'on n'a pas travaillé dessus, on a fait 2 atlas grand public avec une approche assez naturaliste de nos résultats, l'atlas français des bactéries du sol, qui est sorti en 2018, parce que c'est la date de parution, en fait, la d'échantillons. Et les champignons, c'était il y a 2 ans, voilà, l'atlas français des champignons du sol. Alors, pour le deuxième, vous n'avez pas trouvé les points champignons, vous avez trouvé les régions de France où on a pu diversifier certains champignons dans le sol sous forme de mycélium. Ça ne veut pas dire que ça va faire des carpophores au-dessus. Voilà. Très bien, merci en tout cas. Pas mal. C'est dense. C'est dense, oui. Mais on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, donc on voulait vraiment condenser. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des micro-organismes dans les sols en France? Parce que je viens d'en dire. Non mais concrètement, dans le sens où on a des interactions dans ces sols viticoles, justement, un petit peu plus... Alors ça, c'était la vraie question. Je vais aller un petit peu plus loin, évidemment, dans nos sols viticoles. Bien sûr. Déjà, ce que je vous disais, le RMQS, c'est une approche vraiment très globale. C'est-à-dire, c'est un réseau de surveillance nationale où on a des grands paramètres environnementaux. Et quand on est sur des systèmes agricoles, on a envie de connaître les pratiques, on a envie de... Et on n'y a pas accès, parce que c'est trop compliqué de lancer des enquêtes, d'avoir des retours, etc. Donc, on a un peu cette frustration. Donc, on a décidé d'aborder, bien sûr, des réseaux de parcelles agricoles, des réseaux de parcelles viticoles, mais on a voulu l'aborder avec des outils plus opérationnels, et on voulait travailler directement avec le monde agricole et le monde viticole, non pas arriver comme on fait classiquement en recherche, on vient chez vous, on prend un peu de sol, on fait notre tambouille, on fait notre papier, et vous avez très peu de retour. Donc, en fait, on a voulu avoir une approche plus opérationnelle, et cette approche plus opérationnelle, c'était de développer tout un diagnostic
de la qualité microbiologique des sols. Et donc, qui dit diagnostic dit deux paramètres techniques, des outils standardisés et des référentiels d'interprétation. Donc là, on se calme sur la médecine. Hein. La médecine, c'est ça, il faut des méthodes standardisées, validées scientifiquement, et des référentiels d'interprétation. Eux, c'est des cohortes de patients, là, nous, c'est des cohortes de sols. Donc là, j'ai remis les cartes, j'en ai rajouté une petite, équilibre microbien, c'est le ratio champignon-sur-bactérie, qui est aussi un paramètre de qualité microbiologique. Bon, j'en ai pas parlé parce qu'on n'a pas trop le temps, c'est la petite dernière arrivée, mais il fait partie de nos indicateurs. Donc, en fait, grâce à ce réseau Hercules, on a accumulé énormément de data pour standardiser nos outils et avoir des référentiels nationaux. Et on a construit des modèles. Donc, ces fameux modèles dans lesquels c'est des modèles dans lesquels on va rentrer quoi? On va rentrer la physico-chimie de toute nouvelle parcelle. On va rentrer la physico-chimie d'une parcelle et ça va nous donner la valeur de référence de la biomasse ou de la diversité bactérienne ou de la diversité de champignons qu'on doit avoir sur cette parcelle. C'est exactement comme une analyse de sang. Vous allez faire une analyse de sang, on va vous prendre des paramètres personnels, donc avec votre mode de vie, l'endroit où vous vivez aussi, parce que c'est important. Et on va vous positionner dans une cohorte de patients similaires à vous, et on va vous donner des variations normales de globules, de globules blancs, etc., en fonction de ces paramètres-là. C'est pas les mêmes entre les hommes et les femmes, c'est pas les mêmes en fonction de l'âge, etc. Donc tout ça rencontre. Et bien c'est pareil. On a des modèles similaires, sauf que nous on rentre la physico-chimie de la parcelle, et comme c'est le premier paramètre environnemental qui explique la biomasse, la diversité des bactéries, etc. On a créé des modèles différents pour chaque paramètre. Et quand on a une nouvelle parcelle, on rentre sa physico-chimie et ça nous dit voilà la valeur de référence, ce que vous voyez là. Et si vous êtes au-dessus, bien sûr on va comparer la valeur mesurée, et quand vous êtes dans le vert, donc vous avez un itinéraire technique ou un usage qui cumule votre biomasse et votre diversité. Si vous êtes un petit peu en dessous, c'est-à-dire entre 0 et moins 30%, le moins 30% on l'a pris de façon un peu arbitraire, mais quand même basée sur l'expérimentation qu'on avait montrée au début, où quand on faisait une érosion de moins 30%, notamment de la diversité, on perdait énormément de fonctions du sol. Et bien quand vous êtes entre 0 et moins 30%, on est dans l'ordre, donc dans un état non critique, mais à surveiller. Et puis quand vous êtes en dessous de ce seuil critique, vous êtes dans le rouge, donc là vous avez vraiment une dépression de la qualité microbiologique en abondance en diversité, et là il y a une mauvaise qualité de diagnostic. Et donc fort de ce diagnostic, alors oui, ça c'était sur le contexte viticole, donc je vais le passer parce que voilà, vous connaissez par cœur le contexte viticole. Fort de ces outils, alors avant Ecoviticol on en a fait d'autres, mais depuis 2017, et notamment en commençant avec le GES, en Bourgogne, on s'est dit, on va travailler directement avec des viticulteurs pour leur proposer ce diagnostic de qualité microbiologique au regard de leur pratique, et surtout d'une question qui était aussi assez importante et auquel on avait toujours un peu de mal à répondre, en fonction des modes de production. Et donc, en Alsace, en Bourgogne du Nord, ce qu'on appelle la Bourgogne du Nord, c'est la Côte d'Azur, la Côte de Beaune, en Bourgogne du Sud, Côte Chalonnaise, Mâconnais, et en Côte de Provence. On a développé des réseaux de viticulteurs, à peu près autant de viticulteurs que de parcelles, donc voyons entre 50 et 60 viticulteurs en fonction de ces territoires. Et surtout, alors bien sûr, tout le monde pouvait venir, mais il fallait qu'on équilibre un tiers en conventionnel, un tiers en bio, et un tiers en biodynamie, parce que la biodynamie faisait aussi partie des questions. C'est un mode de production qui se développe, qui fait du raisin, qui fait du vin, qui a des pratiques particulières, un cahier des charges particulier. Et c'était important de l'évaluer factuellement aussi sur la qualité du produit. Il n'y a jamais eu vraiment d'études, il n'y a jamais eu d'études vraiment de la biodynamie et des impacts, on va dire, plutôt quantitatifs. Très peu, et pourquoi? Parce qu'en fait, quand on met un réseau de viticulteurs ou d'agriculteurs en place, et en fait, on ne le met pas sur la base du mode de production, on les prend, voilà, c'est participatif, et en fait, on subit les pourcentages de ces modes de production. Donc en bio, on est à peu près à 20%, par exemple en Bourgogne, l'échelle nationale, je ne sais pas combien on est, mais en biodynamie, c'est quelques pourcents. Donc si on n'avait pas filtré par les modes de production, on aurait eu quelques viticulteurs en bio, encore moins en biodynamie, qui le gros de la troupe qui était en conventionnel, parce que c'était la représentativité. Et donc statistiquement, on n'aurait pas pu, juger de l'impact de ces modes de production. C'est là, alors, c'est des projets participatifs, donc on a travaillé étroitement avec les viticulteurs, on a d'abord échangé avec eux, on a fait des formations sur la biologie, sur nos indicateurs, un peu comme je fais ce soir, mais voilà, un petit comité avec les groupements de viticulteurs qui avaient adhéré au projet. On est allé sur leur parcelle, échantillonner, on a échangé, on a commencé à enquêter leurs pratiques sur la parcelle. Après, on leur a fait passer une enquête un peu plus longue, souvent un peu longue d'ailleurs. Et puis, au final, surtout, gros point participatif, on leur a rendu des résultats et on a co-interprété les résultats avec les viticulteurs parce que
Nous, on sait faire des moyennes, des écarts types, des choses comme ça, mais à la parcelle, des fois, on avait des résultats un peu surprenants par rapport à des itinéraires techniques ou des modes de production, pas très logiques. Et en fait, en discutant avec le viticulteur, on arrive à analyser quoi? Le poids de l'histoire, en fait, ce qui s'est passé avant sur la parcelle et qui peut avoir encore un impact aujourd'hui sur la qualité biologique. Est-ce qu'en fait, aujourd'hui, il est en herbe, mais il y a 5 ans, il labourait encore fortement? Est-ce qu'aujourd'hui, il est en bio, mais il y a peu, il était encore en conventionnel? Enfin, tout plein, ou le remembrement de la parcelle, etc., etc. Et donc, quand il y a des virages techniques comme ça, dans les enquêtes, on a du mal à le voir, mais on le voit en discutant, et donc on co-interprète aussi avec les viticulteurs. On a appliqué nos indicateurs, donc voilà, je ne rentre pas dans les détails, et voilà. Alors, si on analyse les 4 territoires cumulés, Bourgogne, Alsace, Côte-de-Provence, voilà ce que ça donne en termes de qualité microbiologique, c'est les pourcentages de parcelles dans une couleur de diagnostic. 44% sont dans le vert, 38% sont dans l'orange, et 18 sont dans le rouge, il faut que je change de lunettes. Ce qui veut dire, alors, comment on peut considérer ces chiffres? Alors moi, ma vision, c'est qu'elle était plutôt positive. Avec tout ce qu'on dit sur le système viticole, les pesticides, etc., on dit quand même que 20% des pesticides sont utilisés en vigne, qui représentent 3% des surfaces. Donc c'est beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mécanisation, des fois peu de couverture. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire, surtout au niveau du rouge. Alors après, on peut se dire, il n'y a que 44% de vert. Il y en a 38% dans l'orange. Bien sûr, il faut que l'orange passe dans le vert et le rouge aussi passe dans le vert. Mais honnêtement, je trouve que le constat n'est pas si catastrophique que ça. En tout cas, c'est plutôt un constat de surveillance qu'un constat vraiment d'urgence alarmiste à ce niveau-là. Quand on cumule les 4 territoires. Ce qui est intéressant dans Ecovitisol, alors, c'est de comparer les territoires les uns avec les autres. Alors, le but, ce n'est pas de comparer pour comparer, mais en fait, quand on analyse les pratiques viticoles à l'échelle d'un territoire, on a quand même des grands itinéraires techniques qui sont assez respectés. Par exemple, l'Alsace, elle travaille presque pas le sol, elle enherbe énormément, elle fertilise peu d'un point de vue organique et elle restitue ses sarments. Et puis de l'autre côté, on a Côte de Nuit, Côte de Beaune, où c'est un peu l'inverse. On a beaucoup de travail du sol, on a peu d'enherbement, ou quand il y en a, il est très court, hivernal, détruit au printemps. Par contre, on fertilise beaucoup organiquement. Et au niveau restitution des sarments, ça c'est un gros débat en Côte d'Or, on restitue peu les sarments, on les brûle. Et donc on a classé en fait ces territoires en fonction de ce qu'on appelle l'intensification des pratiques, avec une vision biologie du sol. C'est-à-dire, on estime que l'Alsace elle a plutôt des pratiques de faible intensité pour la biologie du sol, puisqu'il n'y a pas de travail du sol, il y a une couverture végétale. Le seul point négatif, c'est qu'ils ne mettent pas beaucoup de matière organique, mais ils enherbent, donc c'est aussi un apport organique, et puis ils restituent leurs sarments. Et puis de l'autre côté, plutôt Côte de Nuit, Côte de Beaune, où on est un peu plus intensif que les autres territoires, avec des intermédiaires qui sont assez bien positionnés, Côte-de-Provence et Châlons-Mâcon. Voilà, le problème, pas d'enherbement, beaucoup de travail du sol, et par contre, une forte fertilisation organique. Est-ce que les densités de plantation et forcément le mode de culture influent beaucoup sur ce tableau? En tout cas, c'est énormément, énormément. En fait, alors ça va faire partie du débat, mais si l'Alsace aujourd'hui enherbe beaucoup, c'est parce qu'ils ont eu un traumatisme dans les années 50-60 avec des gros problèmes d'érosion, de coulées de boue qui ont noyé des gens dans les villages en bas de coteaux avec des morts, l'intervention de l'armée. À l'époque, ils avaient une densité qui était aussi importante et ils n'enherbaient pas, ils désherbaient beaucoup. Gros processus d'érosion, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont complètement redesigné leur territoire viticole, ils ont écarté les interrants, ils ont des interrants de 2 mètres à 2,50 mètres et ils ont un enherbement permanent, diversifié, qui empêche ces processus d'érosion. Ils ne l'ont pas fait pour la biologie du sol, ils l'ont fait pour l'érosion, mais ils y sont arrivés. Côte de Nuit, Côte de Beaune, 10 000 cep hectares, en tout cas dans le système de côte, des interrants de 80 cm. On est tout à fait conscient que si vous mettez un enherbement là, vous allez avoir des gros problèmes de compétition pour l'eau, pour des éléments minéraux. Alors les éléments minéraux, on peut réfléchir après à quelle plante. Certaines peuvent amener des éléments minéraux, légumineuses, etc. Donc il y a une notion presque d'incompatibilité à l'enherbement avec une densité de cépage aussi importante, en tout cas très compliquée, avec potentiellement des baisses de vigueur et des baisses de rendement. Donc bien sûr que la densité de cépage, le design du territoire viticole influence énormément les pratiques. Vous ne désherbez pas mécaniquement ou chimiquement, historiquement, parce que vous avez envie de désherber. Ça vous coûte de l'argent, ça vous coûte du temps, du labeur, et voilà. Et c'est parce que sinon, il y a un problème de compétition. Après, 10 000 cep hectares, il n'y a pas que ça. C'est le Covid dans un stade de foot aussi. C'est-à-dire quand vous avez une maladie, plus on est prêt à ce qu'on appelle la prophylaxie, c'est-à-dire l'éloignement des malades les uns par rapport aux autres pour éviter la dispersion de la maladie, ça marche moins bien avec 10 000 cep qu'avec 5 ou 6 000. Ça, c'est aussi vrai. Donc, il y a tout ça qui rentre en réflexion. Est-ce que, pardon, tu parles de l'enherbement, durée d'enherbement, est-ce que dans cet enherbement et durée d'enherbement, on parle des couverts végétaux également?
C'est globalisé. Les couverts végétaux, enfin ce qu'on appelle les semis. Les semis. Le problème des semis, nous ce qu'on y voit, alors on va voir les résultats un peu plus en détail, hein, mais c'est que ce sont des couverts temporaires. Et alors le temporaire peut avoir un intérêt, mais ce qu'on prône plutôt, c'est du permanent. Mais avec de nouveaux territoires qui sont arrivés et dont on discutera si on a le temps. J'avance un peu. Donc on a classé nos territoires en fonction de l'intensité de ces pratiques. Et si on regarde la qualité microbiologique au niveau de ces territoires, hein, si on globalise toutes les parcelles de chaque territoire, ben on peut voir que ça suit l'intensité de ces pratiques, c'est-à-dire qu'en Alsace, on a la meilleure qualité microbiologique. Et puis Côte-de-Provence, Châlons-Mâcon et jusqu'à la Côte de Nuit, eh ben, on a une qualité microbiologique qui se dégrade. Donc il y a une forme de logique intuitive au fait que l'intensification des pratiques de gestion du sol eh ben, amène à une dégradation de la qualité microbiologique. Ça, c'est un constat factuel. Voilà. Ça ne veut pas dire... Alors, sachez quand même que la nature nous pardonne facilement et des fois rapidement. C'est-à-dire que la microbiologie, elle peut se réhabiliter assez facilement et assez rapidement. Elle ne va pas mettre 4 générations. Hein. Elle peut mettre en quelques années, même des fois une année sur l'autre, hein, notamment sur la biomasse. Donc, si on change les pratiques, voilà, si on les rend un peu moins agressives d'un point de vue mécanique, d'un point de vue couverture végétale, la qualité microbiologique peut se réhabiliter assez facilement, assez rapidement. Bien sûr, plus on part de loin, plus la course est longue. Donc, et plus elle peut être un peu douloureuse par rapport à ça. Si on regarde les réseaux, même constat en termes de dégradation des réseaux d'interaction, réseau très cohésif, très dense en Alsace, et puis quand on passe Côte-de-Provence, Bourgogne du Nord, on a une dégradation, on perd presque 90% des interactions, hein, quand on compare la Bourgogne du Nord à l'Alsace. Alors on est en Bourgogne du Nord, hein, je suis courageux de vous dire ça, mais d'un autre côté, ça fait un petit moment que je vous le dis. Donc vous connaissez le discours. Et le but, c'est que, c'est pas de stigmatiser, le but, c'est que factuellement, on décrive les choses et après, la réflexion est là. Quand on devient sachant, on n'a pas la même réflexion que quand on ne connaît pas les choses. Et après, ça peut faire maturer des solutions. Alors on a parlé de la densité de cépage, ça en est une solution. Mais c'est compliqué en termes d'appellation et de cahier des charges. Si on rentre un peu plus dans le détail, qu'est-ce qu'on met en évidence ? C'est que les parcelles qui sont sans travail du sol ont plus de verre que les parcelles avec travail du sol. Toutes choses n'étant pas égales par ailleurs. Là, on a séparé notre jeu de parcelles hein, sur tous les territoires, mais ce n'est pas parce que je travaille ou je ne travaille pas mon sol que je ne suis pas en bio, en biodynamie, en conventionnel, etc. Donc là, c'est quand même des séparations statistiques assez grossières, mais qui sont quand même assez significatives. Quand j'enherbe, quand je passe du sans enherbement, c'est ce qu'on appelle l'hivernal. Je laisse pousser après l'été, et puis dès la sortie de l'hiver, je coupe. C'est ça le non-enherbé hein, pour nous. C'est vraiment un très court. Puis après, le temporaire, c'est 1 an, 2 ans. Et puis le permanent, là, ce qu'on voit sur ces territoires, quand on cumule les 4 territoires, c'est que le permanent est moins bon. Et ça aussi, c'est contre-intuitif. On se dit, oh, c'est bizarre, le permanent est moins bon. Mais quand on regarde le permanent, dans les territoires qui en font, en fait, et qu'on regarde un peu d'un point de vue botanique, et d'un point de vue diversité végétale, on se rend compte que les enherbements permanents, des fois qui ont 10 ans, 15 ans, ils perdent en diversité végétale. Pourquoi ? Parce qu'au début, tout le monde pousse, surtout quand on est en naturel. Hein. Tout le monde pousse, et puis au bout d'un moment, c'est de la phytosociologie, hein. C'est un peu comme les microbes, c'est un peu comme les hommes, il y a des opportunistes, il y en a des moins opportunistes, et les opportunistes prennent le dessus, le régras, le chien-dent, moins de biodiversité végétale, parce que la diversité n'est pas maintenue. Et donc, au bout d'un moment, il n'y a plus qu'une seule espèce qui prend le dessus. Si vous allez en Côte-de-Provence, c'était la fausse roquette. Vous avez des jolies fleurs blanches au printemps, mais c'est monospécifique. Et quand c'est monospécifique, alors c'est bien, c'est couvert, mais c'est moins stimulant que quand il y a de la diversité végétale. Et c'est ça qui fait la différence avec le temporaire sur ces territoires. C'est que, en fait, les temporaires, comme ils sont cassés régulièrement, pour les naturels, ils refont une stimulation du stock semencier, toute la diversité végétale redémarre, et donc vous avez un jeu d'espèces qui se maintient, alors que dans le permanent, on baisse en diversité végétale et ça devient moins stimulant. Est-ce qu'on parle simplement de couvert, d'influence du couvert et de biodiversité, en tout cas de diversité de plantes? Est-ce que aussi le fait d'avoir des sols nus par les UV, par le réchauffement, a un impact sur la destruction? Est-ce que c'est Je pense que c'est... Alors, on ne l'a pas testé en relatif, hein, mais c'est clair qu'un sol qui est nu se dessèche. Alors, on voit avec notre petit vent du Nord bien frais, là, qu'on a depuis une petite semaine, les sols se dessèchent bien. Alors, on est content, on peut rentrer avec les enjambeurs, hein. C'est tranquille, même quand on est désherbé, mais les sols, on sent bien qu'ils se dessèchent, ils se cassent facilement, ils se tassent d'autant plus facilement qu'ils sont nus, desséchés sous les roues des tracteurs. Donc, bien sûr, il y a une agression aussi physique, même climatique du système qui n'est plus protégé par une racine, par une plante qui amène de l'humidité, de la matière organique et stimule de la... Mais je pense que le premier paramètre, c'est quand même la couverture végétale qui crée des habitats pour les micro-organismes et qui les nourrit.
par la racine, par l'exudation racinaire et par la diversité des exudats quand il y a une diversité végétale. Donc c'est un cumul de tout, mais je pense que c'est surtout la couverture végétale qui joue un rôle, même s'il y a aussi un rôle de dessèchement un peu abusif dans ces sols-là quand ils sont nus. Dernier paramètre qu'on a regardé en termes de gestion des sols, c'est les sarments. Les sarments, alors on n'était pas parti pour l'étudier dans Ecovitisol, mais on avait des territoires assez contrastés entre je restitue pas. D'ailleurs, la Côte d'Or ou la Bourgogne, plus largement, est quand même un des seuls territoires à ne pas restituer ces sarments. Maintenant, nous, on fait quand même pas mal de territoires viticoles. C'est assez systématique, c'est de moins en moins, mais en Côte d'Or, Côte de Nuit, Côte de Beaune, on est encore un peu avec cette notion d'exportation ou de brûlage des sarments. Voilà. Et sachez que s'il y a bien un amendement organique qui est efficace et qui est gratuit, c'est vos sarments. Efficace pourquoi? Parce que les micro-organismes, ils connaissent la vigne depuis des dizaines d'années, voire des centaines d'années, puisqu'elle fait partie de la plante au-dessus d'eux. Donc ils connaissent cette matière organique, donc ils savent la manger, même si elle est un petit peu ligneuse au niveau des sarments, etc. Ils savent la manger. La structure de la communauté, la composition, c'est structuré autour de cette matière organique vigne, qu'ils ont l'habitude de manger par les rognages, les feuilles et les sarments, et puis les racines, et puis tout ce qui tombe de la vigne. Donc c'est hyper stimulant, c'est une matière organique qu'ils connaissent, ils la mangent, ils la connaissent. L'exporter, je ne le comprends toujours pas moi, mais l'exporter, c'est pas l'adopter, mais en tout cas, c'est dommage. Moi je trouve ça dommage, parce qu'en plus, ça coûte de l'énergie, du temps, et voilà. Donc après, bien sûr, il y a les théories des inoculums primaires, etc. Un vrai débat sur la restitution ou pas, notamment dans le carbone du sol, et le fait que le carbone du sol va dégrader, va utiliser beaucoup de carbone pour finalement une biomasse qui est pas si importante que ça. Et la deuxième question que je te poserai sur les sarments, est-ce qu'il y a une taille idéale qui permet à un moment donné à nos sols viticoles de mieux se dégrader? Est-ce que plus c'est fin, plus c'est facile dans la dégradation, mais est-ce que c'est plus facilement utilisable? Ou est-ce qu'il s'en est dégagé quelque chose, notamment dans ce que tu as pu voir dans les Ecovitisol? Alors non, parce qu'on n'était pas à ce niveau de finesse, mais j'ai d'autres exemples, alors qui ne sont pas en viticulture, qui sont en grande culture, par rapport à des effets molles chez des broyats de miscanthus. Bon, c'est un peu différent le miscanthus, mais c'est pareil, c'est la question. Si vous broyez vos sarments, vous allez augmenter la surface de contact avec les organismes vivants, donc avec les bactéries et champignons. Donc ils se dégraderont plus vite. Donc déjà, broyer, c'est une... Pourquoi pas? Mais ce n'est pas obligatoire. Si vous laissez un sarment non broyé, il va se dégrader un peu plus lentement. Ce qu'on montrait aussi, c'est que l'incorporer, ça accélère sa dégradation. Mais le problème de l'incorporation, c'est qu'on va gratter. Et après, on me dit toujours, mais je gratte juste en surface, c'est pas grave. Si, ils sont en surface, les micro-organismes. Dès les premiers centimètres, et les agrégats aussi sont là. Le gros de la biodiversité est là, en surface. Donc, gratter, c'est toujours un peu dommageable. Donc, on peut les laisser en surface, on peut les broyer ou pas. La dégradation sera plus ou moins rapide, mais vous n'êtes pas sur une dégradation rapide en vigne. Vous n'avez pas besoin d'une dégradation rapide, vous avez besoin de stocker de la matière organique, de participer à la régulation du climat, et puis de stocker de l'humus en réservoir, etc. Donc, j'ai envie de dire, par rapport à ce que tu dis, on peut laisser le sarment, si on peut le broyer, broyons-le, il disparaîtra plus rapidement, ça rassure, etc. En plus, le sarment, c'est un très bon indicateur. Si vous avez un sarment qui est au sol et que vous le voyez au bout de 3 ans, c'est que vous avez un problème biologique dans votre sol, ça ne se dégrade pas. Si vous ne le voyez plus dès l'année d'après, ou un an et demi, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que vous avez de la biologie dans votre sol et que la dégradation se fait bien. Donc ça devient un indicateur d'observation de terrain aussi. Est-ce que tu penses que le réchauffement climatique permet à un moment donné une activité biologique plus importante du fait d'avoir des sols plus chauds? Alors, un peu oui. En fait, il faut par rapport à... Oui, c'est vrai sur ce qu'on appelle l'enzymologie, les Q10, quand la température augmente, la capacité des enzymes, l'activité enzymatique augmente aussi. Ça, c'est vrai dans des conditions contrôlées, etc. Au niveau du sol, où la température est tamponnée, où la plupart des organismes sont en train de mourir de faim, etc., les changements, je ne dis pas que ça n'a pas d'effet, mais l'accélération climatique par rapport à potentiellement une activité microbienne, il y a des démonstrations à grande ampleur qui montrent que ça va augmenter le CO2 par la minéralisation. Justement, à nous d'en stocker, à nous de mettre de la matière organique et de faire du humus qui va rester d'un point de vue stable. On dit toujours que le problème du sarment, c'est son C sur N, la fin d'azote, etc. Mais justement, s'il ne se dégrade pas rapidement, il ne sera pas minéralisé rapidement et il fera plus d'humus à ce niveau-là. Je crois qu'on a une question. Ouais, on a une question. Est-ce qu'il y a un intérêt quand même de temps en temps à ouvrir les sols juste pour apporter de nouveau de l'oxygène pour l'activité en fait biologique par rapport, je ne sais pas s'il y a des comparaisons par rapport à des sols qui ne sont vraiment pas du tout travaillés et d'autres qui sont travaillés le côté j'aère mon sol en fait, avec le travail du sol. Par rapport à l'oxygène Alors oui,
Alors déjà, quand vous allez amener de l'oxygène, vous allez retourner le sol. Donc vous allez mettre tout le monde à l'envers. Hein. Ceux qui étaient en dessous, qui étaient bien, ils se trouvent à la surface. Ceux qui étaient au-dessus, qui résistaient un peu plus au dessèchement, etc., ou à l'arrivée directe de matière organique, ils se retrouvent en dessous. Donc tout le monde est un peu... Et puis oui, les bactéries, si vous leur donnez à manger de l'oxygène, elles vont minéraliser. Mais est-ce que ce qu'on veut vraiment, la minéralisation de la matière organique ou apporter de l'oxygène aux micro-organismes pour qu'ils déstockent de la matière organique? Est-ce qu'on veut un flush d'apport minéral par cette minéralisation? Je ne pense pas en vigne. Et même en grande culture d'ailleurs, parce qu'on a d'autres moyens d'amener ce flush. Et en plus, on casse la structure du système. Donc on casse les habitats, on perturbe tout le monde, on amène de l'oxygène, ça excite les bactéries sur un temps relativement court avant que ça se tasse. Hein. Et après, voilà, le flush est fini. Donc, j'ai envie de dire, d'un point de vue même agronomique, hein, sans parler d'écologie, j'y vois pas, en tout cas pour la vigne, hein, sur une culture pérenne, progressive, etc., j'y vois pas un intérêt formidable. Aujourd'hui, le travail du sol, il n'est pas là pour aérer pour vous, il est juste là pour désherber mécaniquement. Alors il y a le système débutage aussi, donc ça c'est assez violent quand même. Hein, oui, pour limiter la compétition, effectivement, qui est un vrai sujet. Désherbage, oui, tout à fait, désherbage. Et c'est vrai qu'on ne peut pas reprocher de ne plus faire de désherbage chimique, mais on est passé au désherbage mécanique, donc on est passé d'un problème à un autre, en tout cas pour la biologie du sol. Voilà, donc là on dégrade physiquement, structurellement les habitats des micro-organismes. Je propose qu'on avance encore un petit peu. Alors en image, ça vous connaissez, hein, c'est chez nous. Je dis chez nous parce que moi j'habite Moret, hein, donc je suis au milieu des vignes. Hein, c'est mes photos d'ailleurs, hein, donc, parce que je me balade beaucoup dans les vignes. C'est même au-dessus de Gevrey, ça. Donc vous voyez que c'est quand même assez lunaire. Hein, c'est à des périodes de mars-avril, on désherbe mécaniquement, on voit. Hein, on a notre stade de foot avec les 10 000 supporters par hectare et des interrants très courts. Hein, donc on ne revient pas sur le problème de compétition, c'est un fait, hein, avéré. Voilà, mais ça engendre une qualité des sols qui est prévisible quand on voit ça. Tu disais le dessèchement, le sol est nu, il est soumis à tout ce qui se passe au-dessus. Il n'y a plus de protection à ce niveau-là. Oh, ça, c'était une photo un peu plus récente pour montrer que ça évolue pas des masses quand même après, c'est après Ecovitisol, ça. Et puis voilà l'Alsace. Voilà, donc on est sur un paysage totalement différent. Alors il y a des interrants, des faux interrants, des enherbements très pérennes. Et ce qui est intéressant en Alsace, c'est qu'ils ont quand même réussi à maintenir une certaine diversité dans des environnements pérennes par rapport à des notions de semences. On en discutait parce qu'on avait une réunion sur les Hautes-Côtes juste avant la conférence, voilà, avec des zones Natura 2000 qui sont des réservoirs. Alors on parle d'auxiliaires, d'insectes, d'oiseaux, etc., mais aussi de végétaux. C'est-à-dire que sur l'enherbement naturel, c'est important d'avoir des zones naturelles qui sont des réservoirs de graines pour amener de la diversité végétale dans vos parcelles le jour où vous la laisserez s'exprimer dans vos interrants par rapport à ça. Et les modes de production. On va finir par ça sur Ecovitisol. Qu'est-ce que ça donne? Et ben voilà, quand on passe du conventionnel au bio, on améliore la qualité microbiologique. Et quand on passe du bio à la biodynamie, on améliore encore la qualité microbiologique. Alors là, c'est factuel, hein, voilà, on constate. Toutefois, et j'aime faire ce bémol, on a du vert, du rouge et de l'orange dans tous les modes de production. C'est-à-dire que les bios ne sont pas tous verts, les biodynamistes non plus, et les conventionnels ne sont pas tous rouges. Donc il y a des conventionnels qui ont une très bonne qualité microbiologique par leur pratique, malgré le fait qu'ils utilisent encore des produits de synthèse. Et puis il y a des bios et des biodynamistes qui ont des mauvaises qualités microbiologiques, moins qu'en conventionnel, mais encore dans le rouge et dans l'orange. Et sûrement, peut-être pas pour le cahier des charges sur les pesticides, mais sûrement par rapport aux pratiques de gestion du sol. Hein. On sait que quand on est bio, on a déjà une perte de rendement par rapport à la protection de la culture, donc la compétition, no way, quoi. Donc on a tendance à augmenter un petit peu le travail du sol, au moins dans la période de transition. Après, généralement, ça se calme un petit peu. Si on regarde les réseaux d'interaction, ça c'est aussi intéressant, des fois un peu contre-intuitif, pas tant que ça. Au niveau conventionnel raisonné, on a des réseaux, 91 000 liens, là, le nombre relatif de liens est fonction du jeu de données, donc peu importe, il faut comparer. Le bio, ça chute. Pourquoi ça chute? Peut-être par ce cahier des charges justement de désherbage mécanique, un peu trop agressif, etc., qui agresse les habitats, fait baisser les interactions. Et en biodynamie, ça augmente et c'est supérieur au bio et supérieur au conventionnel. Alors pourquoi la biodynamie est si différente du bio sur les réseaux d'interaction? Honnêtement, on n'a que des hypothèses. On n'a pas de démonstration. Pourquoi? Parce que Ecovitisol, on avait deux options quand c'était fini. Enfin, quand c'est fini, c'est jamais fini Ecovitisol parce qu'on fait des nouveaux territoires. Mais quand la première vague, notamment Alsace-Bourgogne, était finie, financée, je redonne ça aussi par le BIVB, avec l'aide du GEST aussi pour son aide technique, logistique, et puis par l'OFB à l'échelle nationale, on avait deux options. Soit on part sur la biodynamie, on fait des expérimentations et on regarde les préparations, les choses comme ça. Soit on fait d'autres territoires, et c'est ce qu'on a préféré, d'autres territoires pour voir ce qui se passe ailleurs. Là, on vient de finir le Bordelais et on va aborder le Cognac. Et le but, c'est de faire un tour de France
pour augmenter la généricité de nos résultats. Donc pourquoi la biodynamie est meilleure? Plein d'hypothèses. Peut-être un cahier de décharge de gestion, des pratiques de gestion du sol un peu moins agressif que le bio, parce que les systèmes sont un peu stabilisés, il y a peut-être plus d'observation aussi, de technicité des viticulteurs. Généralement, on passe de bio à biodynamie, on n'est pas en biodynamie, et même avant on était potentiellement conventionnel, donc il y a peut-être une évolution technique des viticulteurs, plus de technicité, plus d'observation, plus d'anticipation par rapport à ça. C'est des choses qu'il faudrait creuser un peu plus dans les pratiques de biodynamie aussi, on vous donnera la parole. Dans les pratiques de biodynamie aussi, il y a beaucoup de variabilité, il y a des fois différents labels, différents cahiers des charges, est-ce que certains sont meilleurs que d'autres? Voilà, on n'est pas rentré dans cette démonstration-là parce qu'on ne peut pas tout faire, mais il y a plein d'hypothèses derrière. En tout cas, c'est un constat, et même dans les nouveaux territoires que l'on a vus, ça reste comme ça, avec cette hiérarchie. Est-ce que la présence de cuivre pourrait être une explication de l'un des nombreux paramètres de la différence entre le bio et le 4 kg ou 3 kg, la différence au niveau du cahier des charges. Et les conventionnels sont pas si loin derrière? Non, je pense pas. Enfin, en tout cas, non. C'est même pas une question de penser, parce que je suis pas là pour penser, je suis là pour factuellement vous montrer mes résultats. Mais non, pas sur ça. Je pense qu'on trouve un certain nombre de résultats, notamment dans le projet Yakuza. Alors, on avait eu un projet Yakuza avec le GEST, un certain domaine où on regardait l'écotoxicité du cuivre en fonction des doses apportées et des doses accumulées. Voilà. C'est disponible en ligne de manière gratuite. Et ça a été publié à l'échelle internationale et nationale pour valider scientifiquement tout ça. C'est une méta-analyse. Voilà. Donc non pour le cuivre et pour la plupart des autres paramètres d'ailleurs. Je voudrais poser une question notamment d'une manière assez pragmatique et concrète sur notre métier. C'est est-ce qu'avec dans Ecovitisol, tu as vu une tendance claire qui s'est dégagée sur des amendements qui favorisaient la diversité microbienne? Alors, sur les amendements, non. Alors, la question des amendements, il faut l'aborder. En fait, si on compare l'Alsace, d'abord, est-ce qu'il faut amender ou non? Si on compare l'Alsace et la Bourgogne, l'Alsace enherbe, la Bourgogne n'enherbe pas, mais met beaucoup de matière organique, alors que l'Alsace n'en met pas. On est sur des sols argilo-calcaires, sauf une petite partie granitique à Colmar, qu'on avait pris un peu dans Ecovitisol, mais qu'on a interprété aussi en fonction de ça, parce que nos modèles éliminent l'effet sol. On est sur du pinot, mais bon, ça c'est... Voilà. Donc on est sur la même typologie de sol. Taux de matière organique, enfin taux de carbone organique en moyenne entre l'Alsace et la Bourgogne, 2% dans les deux territoires. Donc, on arrive au même taux de matière organique que l'on enherbe ou qu'on fasse des amendements organiques. Donc on peut se dire, agronomiquement, c'est pas mal. Biologiquement, ça n'a rien à voir. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'amendements organiques, ça veut dire que les amendements organiques, c'est une bonne pratique, mais pas au détriment de l'enherbement. Et d'ailleurs, je vais vous donner les résultats du dernier Ecovitisol qu'on a fait, qui était en Médoc-Sauternes. Donc on avait un réseau en Médoc et en Médoc et en Sauternes. Et c'est le seul territoire qui enherbait et mettait de la matière organique. Il est en train de perdre... Oui. Je te filme mon Covid comme ça. Non, je ne l'ai plus. C'était le seul territoire qui enherbait de façon assez intensive, diversifiée, et mettait beaucoup de matière organique. Et bien, le territoire est meilleur en termes de qualité microbiologique que l'Alsace. On pensait que l'Alsace était indétrônable. Et bien, elle a été détrônée par Médoc-Sauternes. Pourquoi? Enfin, l'hypothèse, c'est parce que justement, ils enherbent et ils rajoutent de la matière organique, ce que ne font pas la plupart des territoires. Soit on fait l'un, soit on fait l'autre, ou alors on met de la matière organique à la marge, etc. Donc déjà, les amendements organiques sont très importants, mais en complément, pour la vigne, d'un enherbement. Après, quelle typologie de matière organique? Ça, c'est vraiment très local. Alors, je donne un exemple qui n'est pas de la viticulture, c'est sur des sites expérimentaux INRA. On a 3 sites à l'INRA en grande culture, où on met différents types de matière organique. Du fumier, du compost, des résidus de déchets verts, des résidus ménagers, etc. On met les mêmes matières organiques, mais sur 3 sites différents, en Bretagne, au sud de Paris et en Alsace, justement, avec des sols différents. Et donc des cortèges microbiologiques qui sont différents naturellement. Chaque fois qu'on met de la matière organique par rapport à un engrais minéral, la biomasse et la diversité microbienne augmentent. Sauf que la hiérarchie entre les matières organiques, celle qui donne le meilleur résultat, est différente entre les sites. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le même cortège microbien, c'est pas le même sol, et donc on n'a pas la même sensibilité ou susceptibilité à la dégradation de la matière organique. Donc la réponse à ta question, c'est que globalement, il faut le tester. Il faut tester les matières organiques et voir celles qui donnent le meilleur résultat, c'est-à-dire qui disparaissent rapidement, qui donnent une bonne vigueur de la vigne, etc. Et une fois que vous l'avez testé et qu'elle correspond à votre sol, à votre cortège microbien, parce que la matière organique doit être adaptée au moteur microbiologique, sinon ça tourne pas. Et vous avez trouvé la bonne matière organique. Voilà. Donc c'est vraiment un couple
matière organique, sol, microbes. Une question. Donc on voit que l'exemple alsacien est intéressant. Si on revient sur le périmètre bourguignon, est-ce que vous avez noté une différence sur la qualité de la vie au niveau des sols entre la zone Côte de Beaune, Côte de Nuit et la zone Haute Côte de Beaune, Côte de Nuit? Donc on sait qu'elle a un itinéraire technique personnellement différent avec pour moitié la basse densité, l'environnement, etc. Alors, on n'a pas travaillé les questions, mais c'est une bonne transition. Oui, alors, avant toute chose, et je reviens, et on va pas trop dépasser en temps, on a pris tous nos réseaux éco-Vitisol, y compris les 2 derniers territoires qui étaient Saint-Émilion et Médoc-Sauternes, que je ne vous ai pas montré parce que je ne pouvais pas tout vous montrer. On a mis tout ça dans une matrice statistique et on a fait une hiérarchie des pratiques positives et des pratiques négatives pour la qualité microbiologique. Première pratique positive, l'enherbement long, couvrant et diversifié. Après, en deuxième, la restitution des sarments avant la fertilisation organique. Donc vraiment, la restitution des sarments, c'est vraiment une pratique, en tout cas pour les microbes, hein, avec le prisme microbiologique, qui est hyper bénéfique. Et puis, l'inverse, hein, pour les pratiques peu vertueuses, la première, c'est le travail du sol, on va pas revenir là-dessus. La deuxième, c'est l'exportation des rendements. Et puis la troisième, c'est pas de fertilisation organique, il y a une fertilisation minérale. Ce qui est assez rare en système viticole, sauf sur certains territoires. Alors, pour répondre à votre question, on a fait une étude qui n'était pas éco-Vitisol, qui était un projet de territoire d'innovation porté par Dijon Métropole, donc une collectivité territoriale, qui était transition alimentaire, transition agroécologique. Le but, c'était de mieux manger, mieux produire, et nous, bien sûr, on analysait la qualité des sols sur tout un périmètre de 3000 km² centré sur Dijon. Voilà, donc ce qu'on appelle l'aire urbaine de Dijon Métropole, 3000 km², 385 000 habitants, si je me rappelle bien. Voilà, et voilà la zone d'échantillonnage, hein, donc centrée sur Dijon, avec des points en jaune, c'est les points en grande culture, donc c'était vraiment un référentiel territorial. En vert, c'était les forêts, qui sont plutôt sur les hauts plateaux à l'ouest. Hein. La grande culture, c'est la plaine dijonnaise, avec des limons profonds, hyper productives, etc. Et puis on voit la côte viticole en violet. Et donc on l'a échantillonnée, on la connaissait déjà. On s'est dit, on peut pas s'empêcher de la rééchantillonner. Et surtout par rapport à Ecovitisol, ce qu'on a fait, c'est on a pris un peu de Haute-Côte aussi. Alors, on allait dans les Hautes-Côtes de Nu. Alors, je passe rapidement sur les résultats hein, pour vous montrer que la vigne n'est pas si mauvaise que ça par rapport à la grande culture et au maraîchage hein, en Côte d'Or. C'est-à-dire que la grande culture qui est très intensive dans la plaine dijonnaise est encore plus mauvaise que la vigne, et le pire c'est le maraîchage. Pourquoi? Beaucoup de travail du sol en maraîchage, des successions de cultures, etc. Et la référence agroécologique, c'est pas la forêt, mais c'est la plaine. Et pour finir ce soir, alors je rentre pas dans les détails, voilà, on a caractérisé, on a remis sur la carte en fait, on a remis sur la carte les points. Voilà, donc on voit la côte viticole et on voit les hautes côtes. Et la couleur, c'est la couleur du diagnostic. Hein, rouge, orange, vert. Ce qu'on voit, c'est que dans la côte viticole, on est quand même pas mal à connotation orange et rouge. Et dès qu'on passe dans les hautes côtes, on a plus de vert. Et si on met les photos, c'est un peu l'Alsace versus la côte de Nuit qu'on avait avant, sauf que là, c'est les hautes côtes. On est sur des hautes côtes qui ont des itinéraires techniques pour certains différents, avec moins de densité de cépage, donc les possibilités d'enherbement, de ligneaux, etc. Et la qualité microbiologique. Alors je dis pas que c'est un lien statistique, mais en tout cas ça explique toujours cette tendance de possibilité de couvrir les sols, de les enherber pour améliorer la qualité microbiologique. Voilà, j'en ai fini, on a été un peu long, mais on peut peut-être encore laisser la place à quelques questions. Surtout, on va passer là, effectivement, il était très patient, Pierre, pour ces explications, sur ces nouvelles informations. Il y a une question. Une question sur le méthode de séquençage de l'ADN. Je voulais savoir sur ce qu'il y avait dedans. Oui, alors ça c'est une question qu'on a souvent, le nécroto, etc. Moi j'ai testé il y a très longtemps quand j'étais en thèse et qu'on faisait de l'ADN. En fait, pour savoir si on a de l'ADN mort, il suffit de laver le sol sans liser les cellules pour essayer de sortir en fait l'ADN qu'on appelle l'ADN fossile qui est coincé dans les particules minérales, etc. On en a quelques pourcents. Donc ça n'influence absolument pas nos résultats. Mais il y a toujours cette question derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'a étudié dans notre laboratoire à Lyon. J'étais à Lyon à l'époque, parce que c'était l'époque des OGM où la France faisait un laboratoire sur les OGM. Le problème des OGM, c'est qu'ils avaient des plantes qui avaient des gènes bactériens de résistance à certains produits pesticides, et on avait peur que quand la plante meurt, l'ADN se maintienne dans le sol, et en fait soit repris par une autre bactérie pour être remis dans une autre plante et donne la résistance, par exemple, à une mauvaise herbe, sur un herbicide. Et donc là, on a une résistance, etc. Donc on avait des tests de vie, de demi-vie, de durée de vie d'ADN dans le sol. Moi, je peux vous dire qu'elle n'est pas longue.
Parce que la molécule d'ADN, c'est une molécule très facile à dégrader, et le sol, c'est un milieu très pauvre, l'air de rien en matière organique. Donc les bactéries, même si c'est de l'ADN de leur voisine, elles vont le manger tout de suite. Elles vont le dégrader de façon préférentielle parce que c'est une source de carbone et d'énergie hyper facile à dégrader, et donc il se maintient très peu. Moi j'ai une question. Comment tu imagines les choses entre le non-labo et les productions viticoles viables aujourd'hui, en tout cas par rapport au fait que tu vas donner ou de désherber, et puis l'autre question de la question, qu'est-ce qu'on appelle le non-labo? Alors oui, la bourse, ça veut tout rien dire, hein, d'ailleurs des formes cultivées dans certains territoires. Donc il y a même des terminologies qui sont un peu différentes. Alors on classe dans l'écovitisol l'intensité du labour avec un indicateur IFB d'ailleurs, et on prend le type d'engin, le nombre de passages et la profondeur à laquelle on travaille. Donc ça donne une intensité de labour. Donc derrière labour, on met. Ce qu'on voit, c'est que le non-labour est un labour très faible. Il n'y a pas de problème de qualité microbiologique, mais dès qu'on passe sur un labour modéré, alors selon cet indicateur-là, ça chute. Et ça chute pas progressivement, ça chute d'un coup. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de progressif le labour, c'est dès qu'on passe une certaine ligne rouge, ouf, la qualité microbiologique, parce que le sol se désagrège et que, voilà, c'est la vie. Donc ta question, c'est comment concilier le non-travail du sol? Le non-travail du sol et une production viticole viable. Je pense que malheureusement, à 10 000 hectares, c'est pas impossible, quoi. C'est pas très possible. Et c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. La mauvaise, c'est qu'il faut la mettre peut-être en pratique et que ça va être compliqué, en termes d'appellation, cahier des charges, etc. Mais la solution, quand je vois les autres territoires, il y a très peu de territoires qui sont à 10 000 hectares. La plupart sont entre 4, 5, 6, 7, arrivent à avoir des interrants et arrivent à développer des politiques d'enherbement, y compris en milieu méditerranéen. Donc dans des milieux, on a l'habitude d'avoir des problèmes de sécheresse et de réservoirs d'eau. Donc, j'ai envie de dire, voilà, il y a peut-être une solution possible. Après, c'est concevable par le monde viticole en termes d'appellation. Il faut aussi changer la mécanisation par rapport à ça. Donc ça demande aussi des changements. Encore une fois, ce que je vous présente ce soir, c'est le prisme de qualité microbiologique du sol. Hein. Donc c'est une brique, comme on disait auparavant, parmi tant d'autres qu'il faut ajouter pour faire quelque chose de concevable économiquement, écologiquement et aussi en termes de traces. Il y a une question là et après là-haut. Alors justement, si on prend un peu de distance, qu'est-ce qui nous pousse comme objectif en tant que société à améliorer la qualité de la vie de nos sols? Et est-ce que cet objectif-là, il est forcément aligné avec la réalité du vigneron au quotidien, notamment dans son équilibre économique, ou est-ce qu'il doit le garder comme un objectif secondaire long terme à améliorer pour le bien de l'humanité, et pas seulement son économie personnelle de demain? Alors, l'avantage d'avoir une bonne qualité biologique et microbiologique, c'est tout ce que j'ai montré au début, les services, les fonctions rendues, etc., tout ce que ça amène. Après, il y a la société derrière. La société, il y a le consommateur, il y a le politique. Le consommateur, il va avoir accès aussi à des indicateurs, Planet Score, qui vont parler de biodiversité, comme ils vont parler de climat par rapport au taux de carbone, ils vont parler de biodiversité par rapport à la biodiversité qu'il y aura dans vos sols, et le consommateur sera informé de l'empreinte, de ce que l'on fait dans le monde agricole. Alors ça, c'est des choses qui mettent un peu de temps à se développer. Il y a encore des débats sur comment le mesurer, le simuler, etc. Et puis il y a le politique et la réglementation. Il y a une directive cadre européenne sur la qualité des sols, et notamment la qualité biologique, la santé des sols, cette fameuse santé dont on a parlé au début, qui a été signée il y a 1 an, et qui maintenant, chaque État membre doit l'appliquer. Et c'est un peu la vérésina en ce moment, parce que, alors, en France, on est quand même pas trop mal lotis là-dessus, parce qu'on a des outils, on a une recherche qui a travaillé, on a des outils de référentiel. Donc voilà. Mais comment l'appliquer réglementairement? Là, je pense qu'on doit juger de la qualité de ces sols, et notamment de la qualité biologique, parce que ça fait partie de la santé, physique et chimique. Et si elle est mauvaise, elle doit la réhabiliter d'ici à 2050. Et je crois que pour juger de la qualité des sols, c'est 2035. Donc c'est demain. Et si on fait des changements de design viticole, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps à se faire, ça va prendre du temps à s'exprimer aussi. Donc le but, en fait, c'est d'avoir des éléments de réponse qui ouvrent de nouvelles questions, comme tu disais, Thibaut, parce que souvent on n'ouvre plus de questions qu'on répond aux questions. Et après, de savoir dans quelle direction il faut aller sans y être à tâtons. Peut-être. Ou pas. Oui, excusez-moi, je reviens sur un point très pratique. Dans les photos que vous avez montrées de l'Alsace,
Un peu comme un exemple, on a perçu à l'époque que le cavaillon était désherbé chimiquement. Est-ce que ça, vous pourriez juste dire un mot sur un enherbement permanent de l'intrant, un désherbage chimique du cavaillon, comparé à un travail de sol à la... Alors, nous, dans l'éco-Vitisol, on échantillonnait que l'interrant. Pourquoi? Parce que dans la plupart des territoires, c'est le maximum de la surface de la parcelle, hein, il est dans l'interrant, sauf en Bourgogne peut-être. Et c'est aussi l'interrant qui récupère un peu, qui accumule toutes les pratiques agronomiques de gestion, de protection, etc. Et si on regarde le cavaillon qui lui est désherbé mécaniquement ou chimiquement, c'est clair que c'est pas du tout la même qualité qu'un interrant qui est enherbé. Donc si on va taper dans le cavaillon en Alsace, on l'a fait d'ailleurs, on l'a demandé aux viticulteurs, on l'a pas fait sur tout le Vitisol parce que ça doublait les points, donc on n'avait pas les budgets pour. On l'a fait pour la démonstration, on savait à quoi s'attendre. C'est bien moins bon dans le cavaillon quand il est désherbé, chimiquement ou mécaniquement, que dans l'interrant qui est enherbé. Ça c'est clair, à quelques dizaines de centimètres. Ça. Et après, ben, c'est sûr que l'image de la parcelle, elle est mosaïque. Mais en Alsace, vous avez plus de surface d'interrant que de rang. Donc c'est pour ça qu'on a mesuré la qualité microbiologique dans l'interrant pour avoir une vision un peu globale de la parcelle. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des études par rapport à la biodiversité du sol, par rapport à la vinification? S'il y a moins de soucis, etc. Ouais. Ça, c'est la question ultime, en fait. C'est en quoi la qualité du sol améliore la santé de ma plante et donc la qualité potentielle de mon raisin, voire du vin. Ça, c'est une question qu'on a essayé d'aborder il y a quelques années et qui a été très compliquée à mettre en œuvre, mais je pense qu'on va revenir à la charge. Pourquoi? Parce que en système de recherche, on est assez siloté. C'est-à-dire, enfin siloté, on travaille par grande thématique. Moi, je travaille sur le sol, la biodiversité, puis il y a des gens qui travaillent sur l'écophysiologie végétale. D'ailleurs, c'est pas les mêmes INRA. Hein. L'INRA Dijon fait de la biodiversité du sol, et l'écophysiologie végétale, c'est l'INRA Colmar, entre autres. Même si on a bossé un peu avec eux. Et puis, il y a ceux qui... Pardon? Alors, on a bossé avec eux à Colmar, mais pas ailleurs. Et le lien avec l'écophysiologie n'a pas été si flagrant que ça. Mais pour des raisons d'organisation structurelle de la recherche, pas pour des raisons de tas. Et puis bien sûr le côté œnologique derrière. On a essayé de mettre des œnologues, c'est pas le même monde. C'est difficile d'avoir des financements publics, parce que c'est pas les mêmes guichets, et c'est aussi difficile de valoriser scientifiquement dans des revues internationales, parce que c'est pas les mêmes revues. Donc tout ça c'est des écueils au développement de la recherche, donc il faut que ça soit pas une recherche véritablement fondamentale, mais relativement opérationnelle. Mais c'est des choses qui devraient être déjà lancées et qu'on va lancer sur ce lien. On est en train de le faire, pas sur la ligne. Les fameuses dilutions de diversité, en fait, aujourd'hui, la manip va jusqu'à la qualité du produit fini sur de la lentille, sur de la tomate, qui sont donnés à manger à des souris, et on regarde le microbiote de la souris. Donc la question, c'est comment le microbiote du sol, par l'intermédiaire de la nutrition et de la plante, influence le microbiote de la souris en termes d'érosion de diversité. Et dans l'érosion de diversité du microbiote du sol, change la qualité nutritionnelle des produits, ça c'est mesuré d'un point de vue biochimique, et change le microbiote intestinal de la souris, avec des capacités d'acquisition des éléments différents en fonction de cette diversité initiale. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas au niveau du vin, entre guillemets. Après, est-ce que ça donnera des meilleurs vins, des moins bons vins, des choses comme ça? Vous savez déjà l'impact de certaines de vos pratiques. Moi j'ai entendu des viticulteurs qui me disaient que l'enherbement, je dis ça sans connaître, hein, rendait le vin dur. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire le vin dur, mais vous savez déjà l'impact de certaines de vos pratiques de gestion du sol, et donc, sur ce côté biologique, sur la finalité du produit vin. Donc il y a sûrement des liens qu'il faut redémontrer et faire travailler tout ce petit monde ensemble. Un grand merci à toi, je pense qu'on va... C'est dense, merci pour vos questions en tout cas. Vraiment, je pense effectivement on aura encore plein de questions, mais je vais réserver ça pour les prochaines gesticulations, quand on reviendra avec de nouveaux résultats. Oui, quelques années. Dans quelques années. En tout cas, un grand merci à vous tous. Comme je disais, maintenant, on a besoin de solidifier un peu plus. Hein, donc il y a juste derrière, il y a quelques bouteilles, j'ai entendu le bruit du bouchon s'ouvrir. Donc je vous invite à partager un verre ensemble et puis à continuer à échanger. Encore une fois, ce que je dis, c'est cet échange entre nous qui est souvent plus intéressant et qui crée des synergies. Un grand merci à toi, c'est toujours le bienvenu. Et puis, continuons notre collaboration ensemble et elle porte des fruits. Merci.